Bonjour à tous, bonjour à vous, mesdames, messieurs. Merci de nous retrouver sur les antennes Equinox Télévision. C'est 10-12 le Zénith, à l'instant qui démarre, le talk show qui vous permet en même temps d'être en position réelle avec l'actualité qui gravite autour de Cameroun. Et avec la grande famille encore ce matin, on le fera avec maestria. Et bien évidemment, on tentera de mieux comprendre ce matin qu'est-ce qui est à l'origine de cette crise de jalousie qui a fait parler pratiquement le Cameroun ce week-end autant pour moi. Et comment comprendre en même temps ce qui s'est passé à Yaoundé avec cette tuerie, madame, messieurs. Les hommes sont-ils exempts de jalousie ou pas? Les femmes devraient-elles toujours vivre dans de pareilles violences? On tentera mieux ce matin de mieux comprendre cela. Merci également de dire que Yaoundé vibre depuis la fin de la semaine dernière avec les tentatives de négociation autour de la sortie de crise dans le Nozo. Les séparatistes ont été conviés en fin de semaine dernière à un entretien, mais surtout à une négociation. On parle en même temps des pourparlers, un début pour sortir bien évidemment les zones en crise de cette crise qui a déjà fait pratiquement 4 ans déjà. Et on tentera également de comprendre exactement la bataille en ce moment à l'Assemblée nationale. Dit-on, la Cavaillé, Yégué Djibril et le bureau se sont taillés la part du lion quant au véhicule des députés. On va également en parler. Merci à vous, madame, messieurs, de le dire. Tout à l'heure, on sera avec Charles Armel Bathiou, Mbombo Bengan également, Karine Sontier, Dominique Audrey. Et parlons d'histoire du jour, vous l'entendrez, les femmes sont encore au cœur. Et parlons bien évidemment de la colère de ce matin. Charles Armel fera une incursion dans les banques camerounaises, madame, messieurs. Installez-vous confortablement. La famille est au complet. Ensemble, unis pour la même mission, nous sommes là pour vous servir. Avec manière. Charles Armel Bathiou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngatou. Bon début de semaine à vous également. Bon Bengan, bonjour. Bonjour, monsieur Ngatou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Pression ou pas pression, ce n'est pas le problème. Les négociations semblent avoir commencé entre l'État du Cameroun et les sécessionnistes anglophones. Première tranche avec Sissoko Ayuk-Tabé. Nous osons croire que ces négociations vont continuer avec les autres, notamment Ayoba et autres. Il faudrait qu'on en finisse pour que les Camerounais, ensemble, se projettent pour l'avenir. Merci. Pas mal de déplacés sont-ils, en interne comme en externe également. Il faut absolument qu'il y ait une réparation et que le Cameroun retrouve ses élans de paix qu'on lui connaît depuis un petit moment. Espérons véritablement, comme Bombo l'a très bien dit, qu'il y ait sortie de crise rapidement. Karine Sontia, bonjour. Bonjour Michel et bonjour aux téléspectateurs. Finalement, l'affaire qui a fait beaucoup parler la toile pendant tout le week-end concernant notamment ce soupçon de trafic d'organes humains à l'hôpital de Nilon Tergal n'était que exagération par rapport à la famille qui a finalement avoué s'être trompée parce qu'après l'examen fait par les médecins de l'hôpital de Tergal et surtout devant les agents des forces de l'ordre. Cela a finalement prouvé qu'il n'y a pas eu de trafic d'organes humains, le corps n'avait pas été manipulé. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce que cela cache? De toutes les façons, on va en parler dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Merci beaucoup, Karine Sontia. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce week-end a été marqué par une actualité, notamment au sein de l'église catholique dans une paroisse de Kilzok. Nous sommes dans la localité de Fou avec un prêtre qui annonce très prochainement une guerre au Cameroun et semble confirmer ce que certains pensent depuis ou bien avancent comme argument, comme information depuis un certain temps. On est là aujourd'hui, on devrait questionner la place de l'église au sein de ce qu'on pourrait appeler les foyers de tension au sein de notre pays. Attention, madame, messieurs, 10-12 le Zénith vous donne aussi l'occasion de réagir à travers nos différentes plateformes. Equinox TV, pour ceux qui sont sur Facebook, allez rapidement vous y abonner. Ou encore 10-12 le Zénith, toujours sur Facebook. N'hésitez pas de vous abonner à cette page aussi. Laissez-nous vos commentaires aux différents sujets qui vont se succéder sur ce plateau. Je vous rappelle que vous avez vous aussi un contact au bas de l'écran et à travers ce numéro,
télévision. Madame, Messieurs, merci de nous laisser effectivement vos nombreuses réactions. Allons savoir ce que nous propose ce lundi 6 juillet 2020, l'histoire du jour avec vous, Dominique Audrey Oyengelek. Michel, vous l'avez dit à l'entame, on refait incursion dans le monde des femmes avec l'histoire de Germaine. Germaine est âgée de 35 ans aujourd'hui. Elle écrit ce matin pour nous dire que son désarroi et son désir ardent de mourir la conduisent depuis un certain temps. Elle raconte que tout au long de ces 35 années de sa vie, elle a multiplié des échecs successifs. Dans sa vie, elle a perdu son boulot à cause d'un malentendu dans son lieu de service. Elle a enterré son fils unique et elle n'a jamais eu le courage et la force d'en faire un autre. Et au niveau des relations interpersonnelles, ça n'a jamais été de tout repos parce qu'elle a multiplié également des déceptions amoureuses. Et pour la dernière histoire en date, elle s'est retrouvée dans une relation violente, non seulement sur le plan émotionnel avec un homme qui la rabaissait, l'humiliait. À côté de ça, elle subissait également des violences financières avec un homme qui l'insultait avant de lui donner sa pitance parce qu'elle ne travaille plus. Et à côté de ça, il y avait des violences physiques. Au niveau de ces violences physiques, elle était tout le temps tumefiée avec le visage marqué de bleu que malheureusement le maquillage n'a pas pu masquer. Et elle a réussi une fois, avec ses dents cassées, à fuir cette relation, à se retrouver dans une autre ville. Sauf que là-bas même, son conjoint, son actuel conjoint, malgré la distance, continue de la menacer d'attenter à sa vie. Elle en est arrivée à un point où elle se dit « Peut-être je ne vaux vraiment plus la peine que les gens subissent ma présence sur cette terre. Il est peut-être mieux pour moi que j'en finisse avec ma vie. » On a une Germaine qui décide, qui est sur le point de se suicider. Et elle aimerait savoir, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Pour des problèmes de cœur, elle veut se donner la mort. C'est ce qu'on a compris. Il y a des problèmes de cœur, il y a des problèmes mentaux au niveau de son travail parce qu'elle souffre d'une maladie mentale que beaucoup de personnes rencontrent. Pour la plupart, il s'agit des dépressions dont elle en est arrivée à un point où elle se remet en question. Elle aimerait comprendre le pourquoi de son existence sur la terre. Si elle perd son enfant, elle n'a pas de relation stable, elle n'a pas de travail, elle n'a rien. Pourquoi elle vit? Donc c'est la question qu'elle se pose ce matin. Une question également ce matin qui nous permettra de tenter de mieux la comprendre avec les différents points de vue qui vont se succéder sur ce plateau. Bonbon Bengan, je commence par vous, comme la tradition le veut. Une femme, on va dire désespérée, elle vit carrément dans un univers différent de celui qu'on aurait bien souhaité, au point de vouloir se donner la mort aujourd'hui, parce que tout ne marche pas bien pour elle, à tous les niveaux que ce soit. Est-ce que se donner la mort, c'est la solution? Si elle se donne la mort, elle sera mise en prison là où elle sera. Elle va partir. Le problème, sûrement, c'est que beaucoup de gens estiment que lorsqu'on meurt, on va se reposer. Non, c'est pas ça du tout. Ceux qui nous ont précédés, ils ont également du travail à faire là-bas. Et ce travail est autant réparti comme nous ici, de toutes les manières. Donc, et si on se donne volontairement la mort, je vous dis, tous ceux qui les voient comme nous, ils vont vous le confirmer. Si c'est dans la mort, elle sera plus punie là-bas qu'ici. Non, le problème qui se pose, et heureusement que Audrey a recadré, ce n'est pas un problème sentimental, relation homme-femme. C'est un problème qui est lié à la spiritualité africaine. Quelle est l'âme de Dieu qui sommeille en vous? Ou si vous voulez, on dit que Dieu vous a envoyé sur terre pour faire quoi? C'est ça le problème qui se pose. Et ce problème-là, nous, on le résolvait lors de l'attribution du nom à l'enfant. Dans certaines ethnies, dans certaines nationalités, la fille, c'est 4 jours après sa naissance. Le garçon, c'est 5 jours après sa naissance, lorsqu'on donne le nom à l'enfant. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces jours? Non, après 4 jours, après la naissance d'une fille, 4 jours après, on lui donne un nom. Pourquoi se passer, mon bon Bengan? Non, c'est comme ça. En fait, la tradition, en tout, a le chiffre 8 et 9, mais 9 davantage. Pourquoi? Parce que pour faire le 9, le garçon a 5, l'homme a 5, et la femme a 4 jours.
même pendant ce qu'on appelle les cérémonies de quand quelqu'un meurt, 5 jours après, pour le garçon, bon, on dit on lave les mains, tout ça. Donc, la femme, c'est 4 jours, parce qu'il faut perdre 9. C'est après 9, on recommence à 0. D'accord. 0 pour aller 1, 2, 3. Donc, en fait, c'est comme ça. Elle est venue faire quoi sur terre? Et c'est ça, en fait, lorsque vous entendez les Africains parler de retour aux sources, et ceux qui ne comprennent pas, qui ne comprennent rien à cela, vont vous dire, oui, allez alors porter les cache-sexe. Les Blancs vous ont apporté des habits, comme si c'était les Blancs qui nous avaient apporté les habits. Nous, on s'habillait en soie, avant même que la race blanche n'existe. Précisément pour cette fille, pour cette fille, il faut qu'elle trouve des vrais initiés africains, qu'on lui dise ce qu'elle est venue faire sur terre. Ce n'est pas les malams de quartier ou dans la rue, on va faire les prédictions n'importe comment. Vous entendez souvent les gens ont le nom Nyem, ça veut dire la mort, ou Kwedi, Sikati, et tout. Comment ces noms? Pourquoi vous pouvez donner le nom de la mort à un de votre enfant? Ça a une signification. Une signification. Donc, cette fille, je lui dis qu'elle ne désespère pas, parce qu'en fait, elle a commencé par des relations professionnelles. Même avec d'autres femmes, ça ne va pas. Et d'autres hommes, même en société, ça ne va pas. Ça veut dire qu'elle a une mission. Et on n'a pas encore éveillé en elle ce qu'elle est venue faire. C'est ça qu'il faut trouver. Et cette mission-là qu'il faut trouver. Et malheureusement, on ne trouve pas ça à l'église. On va vous dire, oui, croire en Dieu. Oui, croire en Dieu, il faut être dans les dispositions, justement, où vous êtes serein, vous pouvez, et ça aboutit. Parce que elle n'a pas fait mention du comportement de sa famille. Sûrement que même là-bas, ce n'est pas tout à fait réluisant. Voilà. Donc, il faut voir. Il faut absolument, pour une fille comme celle-là, c'est des problèmes au point de vouloir se donner la mort, se rapprocher justement des initiés. Premièrement, pour comprendre quelle est justement sa mission sur terre. Oui, quelle est l'âme de Dieu qui sommeille en elle. C'est là où la spiritualité est différente de la religion. Il y en a qui nous regardent très loin, très très loin du Cameroun, bon Bengan. Déjà, dites-leur peut-être que se donner la mort n'est pas une bonne chose aussi. Oui, tout à fait, je le répète. C'est donner la mort, quelles que soient les circonstances qui vous amènent à vous suicider, vous allez en prison. Ne le faites jamais. Oui, ne le faites jamais. Il y a des enfants qui naissent handicapés. Vous dites bien que Dieu qui est amoureux, pourquoi vous naissez handicapé? Pourquoi les autres enfants naissent autiques? Pourquoi il y en a qui naissent comme ça? Donc il faudrait que vous vous regardez, vous disant cet enfant, c'est pour ça que même la grossesse dit 9 mois. Pendant les 9 mois, c'est pour ça qu'on vous dit, on ne dote pas une femme enceinte. Lorsqu'une femme est enceinte, on regarde, on accueille l'enfant qui arrive. On accueille l'enfant, mais quel genre d'enfant? Il y a des enfants qui naissent en présentant les pieds. Il y en a qui présentent les épaules. Et tous ces petits détails-là qui déterminent l'enfant qui va naître sont ignorés aujourd'hui. Et surtout avec notre société, on vous dit césarienne. Attends, ça devient compliqué. C'est dommage. Ça devient compliqué. On ne sait pas quel type d'enfant est né. Très bien. Alors, on va tenter de mieux comprendre ce sujet. Karine Santia, lorsque l'on est dépassé par les événements, comme on dit trivialement, entre nos quartiers, lorsque la vie vous a pratiquement bouleversé à tous les niveaux, sentimentalement, vous n'y êtes pas, professionnellement, vous n'êtes pas, sociologiquement, on ne vous retrouve pas, et que vous avez le sentiment final que ce qu'il faut faire, c'est quitter la terre, vous donner la mort. Est-ce que c'est une bonne idée? Qu'est-ce que vous dites justement à la téléspectatrice qui présente son problème ce matin? Je ne pense pas que quand elle va mourir, le problème va être résolu. Quand elle va mourir, elle ne sera plus juste là et le problème continuera à exister. Parce qu'il faut souvent, si elle pouvait au moins se mettre à la place de quelqu'un qui veut enseigner quelque chose aux gens, je pense qu'elle pourrait trouver la solution. Parce que la dépression, c'est une maladie. La dépression est une maladie. C'est une maladie qui est entraîné par le désespoir. Quand vous sentez que vous n'avez plus la capacité de décider, quand vous sentez que même votre décision dans votre propre vie n'en vaut plus la peine,
quand vous sentez que vous êtes dans une situation où vous n'avez même pas de branche sur laquelle vous pouvez vous accrocher pour réagir ou encore pour impacter. Vous vous sentez faible, vous vous sentez amoindri, vous avez l'impression que votre esprit est fatigué. En fait, c'est la fatigue de l'esprit. Il a l'impression que même s'il agit, personne ne verra. Même s'il parle, personne n'entendra. C'est en fait ça qui peut entraîner un individu vers la dépression. Mais toujours est-il que ça se soigne. Ça se soigne par un suivi psychologique. Il lui faut un bon psychiatre qui va comprendre son problème profond et commencer à trouver les moyens de le résoudre. Et comme je le dis, lorsque vous avez autour de vous une personne dépressive, lorsque vous employez la violence, vous augmentez les capacités pour cette personne à se trouver moins que rien et à admettre que le suicide serait la solution ultime. Raison pour laquelle cette femme était déjà dépressive avant d'entrer dans cette relation. Et dans la relation, elle n'a pas été comprise. Et du coup, elle se dit qu'en fait, elle n'a droit à rien. Même ne serait-ce à une petite attention. Elle n'a pas droit. Du coup, ça ne sert à rien qu'elle vive. Vous savez que quand quelqu'un a un problème avec son subconscient, le fait de savoir qu'il y a quelqu'un à côté qui peut nous écouter, pas nous comprendre forcément, mais nous écouter est le début de la solution. Mais lorsque vous avez à côté de vous des personnes qui ne comprennent pas votre situation et qui vous prennent même pour coupable de votre situation, finalement, vous allez arriver à la solution ultime du suicide. Raison pour laquelle... Est-ce qu'elle-même, la fille, à un moment donné, n'est pas une fille très renfermée sur elle, qui ne souffre pas aux gens? C'est ça la dépression. Oui, mais écoutez, si déjà là-bas, vous n'êtes pas un dépressif ne parle pas. Un dépressif ne parle pas. Oui. Quelqu'un qui est dépressif ne parle pas. En tout cas, c'est vrai qu'il y a des formes de dépression qui vous amènent à tellement parler qu'on a l'impression que vous êtes un peu timbré. Mais des dépressifs de ce type ne parlent pas. Si elle a eu du courage pour expliquer son problème à Audrey, il faut penser un peu à là où elle a trouvé cette envie, cette volonté. Ça veut dire qu'elle veut guérir. Ça veut dire qu'elle veut sortir de la situation. Il faut tellement de courage pour pouvoir parler de la situation qu'on vit lorsque vous êtes dépressive, lorsque vous pensez au suicide. Donc, il faudrait qu'elle réussisse, que les gens autour d'elle réussissent à trouver le moyen de l'écouter. Et après l'écoute, maintenant, c'est de manière collégiale que vous pouvez l'encadrer, lui montrer que la situation qu'elle vit, elle n'est pas la seule à vivre cette situation et qu'il y a des gens qui sont passés par là et qui s'en sont sortis. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez des parents qui vous comprennent, c'est le lieu pour vous d'être encadré par ceux qui vous aiment. Effectivement, on sait en même temps qu'Arinson, qu'il y a une société occidentale aujourd'hui où pas mal de cas sont repérés en ce sens-là, pas de dépression et des suicides qui... C'est pas juste une affaire de société occidentale, parce que... Je parle beaucoup de l'Occident, parlons de l'Occident en fait si vous voulez. Moi je ne vis pas en Occident. L'histoire de cette Camerounaise se passe au Cameroun. Ce n'est pas une histoire qui s'est déroulée en Inde ou en Chine. La crainte justement, c'est qu'on en arrive justement à se donner la mort, c'est le danger. Justement, les gens se donnent la mort ici. Les gens se donnent la mort ici. Pourquoi? Par dépression. Parce qu'ils ont trouvé à un moment que personne ne les comprenait. Et ce n'est pas une affaire de l'Occident. Charles Hamel, est-ce que c'est justifiable que le seul fait que l'on soit avec un homme qui ne nous écoute pas, qui ne nous entend pas, d'ailleurs c'est répréhensible, qui vous tape dessus et qui soit très violent, est-ce que c'est largement suffisant pour une femme qu'elle vienne à vouloir se donner la mort? Monsieur Michel Ngachou, c'est certes le problème de quelqu'un, mais c'est des histoires. C'est des histoires, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, c'est des histoires. Se donner la mort parce qu'on était violenté par le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Qui court après la chance attrape la malchance. Le monde chez les Bantous se construit avec la communauté. Mais chez les occidentalisés, ça se construit par l'individu. Et cela se rejoint dans nos familles. Quand vous entendez, vous avez déjà fait quoi pour moi? C'est vous qui m'avez mis là où je suis. C'est vous qui m'avez donné l'argent que j'ai. C'est ça. Donc quand on dit ici que vous êtes désoccidentalisé, c'est ça.
Je ne parle pas de moi parce que je n'existe pas, monsieur Michel Ngachou. Oui. On m'a donné un nom. Je n'ai rien décidé sur ma vie. On a pensé ma vie avant que je n'arrive et on a rêvé pour moi. La preuve, votre père avait un job pour vous. Un job description. Oui, pour vous. Oui. Ce n'est pas vous qui avez implanté votre père, mais on cherche toujours comment glisser, mais on pense pour vous. Alors, cette fille vit dans une bulle. La bulle des occidentalisés. Donc, elle est dans sa bulle. Il faut qu'elle commence par éclater sa bulle. Vous voyez, la seule conséquence, la seule conclusion où elle va aboutir, c'est la mort. D'accord, je suis gênant, je gêne, mieux je m'éclipse. Mais monsieur Michel Ngachou, on a des cousins, on a des frères, on a des parents, on a une maman, on a une tante. On a des voisins. On a des voisins. Mais dans l'histoire qu'on écoute, c'est un mur clos. Elle est seule. Bon, néanmoins, et donc là, monsieur Michel Ngachou, parce qu'on va dire qu'il y a 4 phénomènes, 4 essentiels. Je ne citerai pas le 5e puisque Mbomboka a parlé du nom. Le premier, elle peut payer les fautes de ses parents. Vous avez des parents dans les quartiers qui sont méchants, qui ont des attitudes contraires à ce que vit la communauté. Vous avez des parents qui entretiennent ce que Mbombo appelle les veaux, la sorcellerie, le vampirisme. Et au quartier, on dit, ok, puisque c'est ce que tu fais, ton enfant va manger sa chair. C'est une phrase. Vous avez dans les quartiers des familles où la maman était tellement méchante, les enfants grandissent, ils payent les actions des parents. Vous pouvez avoir des parents qui ont posé des exactions dans le village. Ils ont été dans les associations de sorciers, ils ont mangé des gens. Quand on sent que c'est leur tour, ils fuient. Ils viennent s'installer en ville, ils ne rentrent plus au village. Ça vous suit. Ça, c'est les actions des parents. Dans le cas où ce n'est pas ça, ça peut être la colère des parents, des ancêtres. Monsieur Michel Ngachou, les morts ne sont pas morts. Ils sont dans le bruit de la feuille, nous disait Aimé Césaire. Oui, les morts ne sont pas morts. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient longs. A-t-elle honoré? Vous avez de nombreuses personnes qui sont ici à Douala. Ils se plaignent. Oh, ma vie est montée. Ma vie est descendue. L'herbe pousse sur la tombe de leurs parents. La brousse a envahi le caveau familial où les rats vont se balader. Combien pensent aller retrouver la tombe, la salle de crâne la salle au crâne des parents? On a dit non. Vous pensez que ce n'est qu'à l'ouest qu'on fait les crânes? Même chez les bêtis, on fait les crânes, monsieur. Bien évidemment. Le mélange, il y a le rituel du mélange. Que les gens arrêtent de penser que ce n'est que l'ouest. Est-ce qu'on a honoré les ancêtres? Il faut se poser cette question. C'est une première dimension. Nous sommes sur la deuxième. La deuxième. La troisième, la relation avec les hommes. Je vous ai dit que la femme est un réceptacle. Il y a des hommes qui se nettoient sur les femmes, monsieur Michel Ngachou. Elle peut en subir, elle peut en Mais passer. oui, il y a des hommes qui se nettoient. Et du coup, je peux être un vampire, je suis dans un truc ésotérique. Je sens que j'ai accumulé des énergies négatives. Je cherche une fille pure. Je crois ce Dominique Audrey ou Karine dans une boîte. Je lance avec nos techniques. Je vois que Dominique est pur, je fonce. Je mets tout ce qu'il faut. Pendant l'acte sexuel, je me vide. N'oubliez pas que c'est une fusion. L'embrasser, vous échangez les fluides, la salive et tout, même l'acte sexuel, c'est la fusion de deux corps. Ne pensez pas que parce que vous dites un coup, je passe. Monsieur, vous êtes liés. Et c'est là où les gens font des dépôts. On peut vous faire un dépôt terrible que vous n'enlèverez pas. Oui, elle peut être là comme ça, qu'elle porte des mauvais dépôts, monsieur Michel Ngachou. Et qu'est-ce qu'il faut pour résoudre ça? Monsieur Michel Ngachou, laissez-moi terminer avec le dernier point. Ça peut être enfin elle la cause. Ça peut être enfin elle la cause. Elle peut avoir des longs yeux. Elle peut avoir des longs yeux. Et vous savez que les longs yeux, dans la société occidentalisée, déjà même que s'en sortir dans le milieu professionnel est compliqué, les coups bas par-ci, lorsque vous brillez un peu, les coups bas par-ci, les coups bas par-là, il faut être suffisamment fort. Donc j'estime qu'elle doit éclater sa propre bulle d'abord. Oui, mais Charles Lamel, éclater sa propre bulle, d'accord. Elle fait quoi? Elle va prendre une aiguille, éclater. Oui, elle prend une aiguille, monsieur Michel Ngachou. Ça veut dire qu'il faut qu'elle se comprenne d'abord. Elle se comprend, oui, elle éclate sa bulle. Personne ne peut la comprendre qu'elle. Et la deuxième chose, monsieur, que je peux ajouter, c'est aujourd'hui, on dit, Mbomboka l'a dit de manière subtile, peut-être je vais ajouter de l'eau dans le moulin de Mbomboka, apprenez à connaître l'histoire qui a entouré votre naissance.
Merci. Apprenez à connaître l'histoire qui a entouré votre naissance. Il y a des enfants qui sont nés en échange d'une vie. Dans des familles, c'est-à-dire que le jour que vous naissez, monsieur Gachou, il y a un cousin ou un frère qui mourrait. Interrogez toujours votre passé, votre histoire. On en retrouve. Et ces gens d'enfants ont une vie particulière. Dans l'espoir qu'on vous la raconte, effectivement, Charles Membachou. Non, mais que vous oui, on espère vraiment qu'on pourra vous la raconter, cette histoire-là. Allez, Dominique Audrey Oyengelek, justement, l'histoire ce matin est tellement gênante, passionnante aussi, parce qu'on aimerait bien comprendre pour nos petites sœurs, nos sœurs qui nous regardent ce matin, leur donner le courage de se dire, au-delà des éléments évoqués sur ce plateau, il faut qu'elles apprennent quand même à être sérieuses avec elles-mêmes, sortir de leur bulle, mais surtout se positionner et voir l'avenir autrement, mais pas se donner la mort de Dominique Audrey. Sérieuse avec elle-même, moi je comprends pas ce que ça signifie. Vous dites? Je ne comprends pas ce que ça signifie qu'être sérieuse avec elle-même, Michel Gachou. Oui, mais qu'elle sort de sa bulle, peut-être comme Charlamagne l'a pensé, vous ne pensez pas? Vous n'y croyez pas? Je vais vous présenter un cas de figure. Vous allez au travail, malencontreusement, vous vous retrouvez dans un accident de la circulation et vous perdez vos 2 jambes. Vous devenez invalide et vous ne pouvez plus rien faire. Vous commencez à dépendre de tout le monde, même simplement pour faire vos besoins biologiques. Et après, vous dites non, vraiment, je ne peux pas être une charge aussi lourde pour les gens, je me tue. Où est le sérieux ou bien le manque de sérieux là-dedans? Il ne faudrait pas minimiser, j'ai horreur de ça et je le dis ici, il ne faudrait pas minimiser la douleur que quelqu'un peut ressentir en essayant d'émettre des jugements déplacés. Vraiment, ça ne vaut pas la peine. Cette jeune femme, comme beaucoup de Camerounais, dans notre entourage ou bien dans nos familles, subissent le stress, la dépression comme Karine a mentionné et parfois même d'autres. Cela est dû aux stupéfiants qu'ils peuvent consommer. Maintenant, à ce moment-là, la famille a une certaine responsabilité. Une personne qui a des idées suicidaires, parce que les idées suicidaires précèdent le suicide en lui-même, a des signaux qu'il émet à l'entourage qui doit être vigilant. Lorsque vous avez votre enfant qui commence à dire, ou bien votre femme, ou bien votre frère, votre ami qui commence à vous dire vraiment, moi je ne sais pas, pourquoi, en quoi la vie vaut la peine d'être vécue? Ça ne vaut pas la peine, vraiment. Je sais que vous serez mieux sans moi. Commencez, arrêtez-vous et interrogez le pourquoi de ce genre d'interrogation. Mais est-ce qu'il y en a qui ne disent pas, qui ne parlent pas de Dominique? Non, c'est parce qu'on n'écoute pas. C'est parce qu'on n'écoute pas. Quelqu'un va vous dire vraiment la vie ne vaut même pas la peine, elle revient du travail ou bien d'un entretien et tout, ou peut-être on lui a dit tu te courbes avant qu'on te donne le travail, elle est là, elle est dépitée et tout, et vraiment la vie ne vaut pas la peine. On le dira comme ça, mais ça vient peut-être de l'inconscient ou bien du subconscient comme Karine l'a mentionné. Donc l'entourage a un rôle important au niveau du suivi des enfants ou bien de la famille ou bien des amis. Maintenant, c'est à ce moment important ou bien déterminant que intervient les amis. Parce qu'il y en a qui, lorsqu'ils commencent à traverser cette mauvaise passe, on a des gens qui seront là et qui vous diront, comme Karine a mentionné, si vous n'êtes pas vivante, vous ne pourrez pas changer les choses. Moi, je pense que la jeune femme devrait s'entourer de personnes qui vont l'écouter et qui vont lui faire voir la vérité en face. Oui, mais Dominique, je vous renvoie la question. Oui. Ne peut-elle pas elle-même organiser des rencontres avec des proches? Charlamagne l'a mentionné ici. Elle a des familles, elle a des amis, il y a même des voisins, j'ai peut-être rajouté. Est-ce qu'elle ne peut pas avoir des confidences, dire voilà ce que je traverse, comme elle a pris le risque de venir vous dire? Vous pensez qu'elle l'a pas fait? Avant d'en arriver à la dépression, c'est que vous avez dans votre famille, vous êtes dans la maison d'un homme. Et cet homme vous bat tous les jours. Et lorsque vous le dites à votre mère, elle vous dit, ma fille, supporte. Moi-même, j'ai supporté ton père. Supporte. Vous allez repartir dire à cette mère, il continue de me taper et elle vous dira la même chose. On en arrive à un point où une femme qui a les dents arrachées de toute la bouche, elle a fini par fuir. Ce n'est pas qu'elle n'a pas essayé. Lorsqu'on arrive à la dépression, c'est la phase terminale. Et la dépression n'arrive pas seulement dans les relations interpersonnelles. Il y a des gens qui font des dépressions même après les accouchements parce qu'elles n'arrivent pas à se remettre de tout ce qu'elles ont vécu. Donc, la famille a un rôle déterminant. Si votre enfant s'éloigne, pourquoi la famille ne cherche pas à comprendre le pourquoi de cet éloignement-là? Et c'est l'enfant qui vous dira, non, mais quand j'étais venu te dire telle chose, tu m'as dit ceci et j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Le dépressif est incompris, se sent incompris. Parce que lorsqu'on pose le problème, les gens ont tendance à nous juger.
au lieu d'essayer de comprendre, de se mettre à notre place. On n'a pas toujours une famille remplie de psychologues. Et Non, pourtant, non, pas de psychologue. pourtant, dans l'ensemble, effectivement, on peut trouver une solution quand même au problème. Si votre enfant Karine. vient Le vous dire... dépressif n'a même pas conscience qu'il a besoin d'aide. Si votre enfant vient vous dire, papa, comme j'ai mon œil, comme je ne vois plus, ou bien j'ai perdu mon œil là, mes camarades se moquent de moi tous les jours en classe et tout, je me sens mal, je suis humilié, je me sens diminué. Tu vas dire, ah ouais, ne dérange pas les gens, tu ne vois pas que tel autre là-bas est aveugle, toi tu as là, dis donc, passe là-bas. Voilà un parent qui n'aura pas essayé de comprendre. Comprendre, c'est dire à l'enfant, je comprends ce que tu ressens, je vois ce par quoi tu passes, mais t'inquiète, ils vont finir par comprendre. Tu sais que les enfants sont parfois méchants en grandissant, mais ce n'est pas parce qu'ils te détestent. Ça peut vraiment résoudre ça. Si on a l'impression d'être compris, on pourra facilement s'exprimer. Okay. Donc, il faudrait que l'entourage essaye d'être là pour les personnes qui sont dépressives, et la personne qui est dépressive doit accepter de se faire accompagner par les bonnes personnes. Très bien. Par les bonnes personnes, et surtout remettre tout entre les mains de Dieu. Parce que comme je dis tous les jours, Dieu est la seule clé, qui ouvre n'importe quelle porte. Charles Hamel, je voudrais vraiment en une minute, parce que dans un instant on passera la colère, que vous nous resituiez, parce que vous estimez, vous n'êtes pas suffisamment d'accord avec les propos de Dominique Audrey. Oui, monsieur Michel Ngatou. Je parle là de l'Afrique. Hein. Je parle de l'Afrique. Et l'une des particularités en Afrique, c'est qu'on dit ce qu'on pense en Afrique et on dit ce qu'on voit. On ne dit pas ce qu'on entend ou des supposés. Je n'ai pas besoin d'un psychologue. Vous ne viendrez pas chez moi me parler d'un psychologue, de la psychologie. Nous parlons de ce qui est. En Afrique, vous ne pouvez pas faire un accident sans signe précurseur. Je vais vous donner deux, monsieur Michel Ngatou. Des signes précurseurs qui vous annoncent un accident. Vous allez retrouver un enfant perdu dans vos rêves. Si vous voyez un enfant perdu, vous êtes en train de marcher, vous voyez un enfant perdu, vous retrouvez un endroit, c'est un enfant en train de pleurer, l'enfant pleure, vous voyez un enfant perdu, vous voyez quelqu'un étendu sur le sol. C'est des signes qui accompagnent. Lorsque l'enfant rêve, il vient dire à sa maman, c'est à partir de 10 ans. C'est à partir de 10 ans. Esclave, disciple. C'est à 10 ans que l'enfant vient dire, maman, j'ai rêvé que... La maman dit, ok, tous les matins quand tu te lèves, raconte-moi ton rêve. L'histoire commence par des rêves. Quand vous dites celle qui nous raconte l'histoire que essaye de te rapprocher, non, monsieur Michel Ngatou, qu'elle interroge son passé. Est-ce que vous savez, monsieur Michel Ngatou, que vous avez des gens... Elle a vous chuté, hein. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont offert le miroir à une fille? Le miroir? Ici, oui, ici. Vous avez quelqu'un qui vient vous offrir le miroir chez vous. Méfiez-vous. Le miroir est l'une des plus grandes télévisions. J'ai dit une des plus grandes télévisions. On vous contrôle à partir du miroir. Et quand vous en achetez? Non, c'est vous, là, c'est vous personnellement. Il y a des choses. Qu'on ne peut pas dévoiler. Ben, je dis à la jeune fille qu'elle interroge son passé, sa naissance, son histoire, sa relation avec ses ancêtres et ses parents. Et elle-même, elle peut avoir pris ce qui ne lui était pas dû, monsieur Michel Ngatou. Très bien. Certainement, cette fille se retrouve ce matin dans une bulle, comme l'a très bien dit Charles Hamel, et des propositions ont été émises sur ce plateau. Il va falloir absolument que vous aussi, en tant que frères, sociologiquement parlant, frères et sœurs du Cameroun, de l'intérieur comme de l'extérieur, puisque vous êtes des millions à nous regarder ce matin, de partout sur la planète, que ce soit en direct sur votre télévision ou encore sur votre smartphone, et ceux qui sont devant leur ordinateur, sur Internet en direct. Merci de nous regarder. Allez sur la page Equinox TV ou encore sur la page 10-12 Le Zénith. Laissez votre commentaire et surtout votre proposition à cette fille pour sortir absolument de sa dépression et ne pas se donner la mort. Dans un instant, la colère. Charles Hamel Battu est parmi nous. Je m'interroge ce jour sur la question du non-respect des normes de sécurité informatique par les banques dans ce pays. Pourtant, des prescriptions de la COBAC, Commission bancaire d'Afrique centrale. Comment comprendre le silence de la COBAC ces derniers temps où sévir dans certaines, vais-je dire, filiales ou banques,
un ensemble d'actes qui pourtant requis son attention. Nous étions dans les années 2000. L'un des règlements de la COBAC stipule, notamment le règlement COBAC R-2016-04, relatif au contrôle interne dans les établissements de crédit et les holdings financiers. Peut-on dire que c'est encore appliqué? Comment comprendre le fait pour certaines banques de ne s'être encore arrimées aux principes édictés par la COBAC? Savez-vous que certaines banques ont de sérieux problèmes liés à la sécurité de leur système d'information, l'obsolescence de certaines composantes et infrastructures et bien d'autres griefs que nous nous réservons d'étayer? Savez-vous que la fonction de contrôle et d'audit est une exigence normative qui sera exécutoire dans le système et à des périodes bien définies pour évaluer et garantir la sécurité et la fiabilité dans le milieu bancaire, confère prescription COBAC. Savez-vous qu'à cause du non-respect des normes, de procédures et de qualité des infrastructures, la fonction d'audit et de contrôle se trouve désormais impossible dans certaines banques, ce qui laisse paraître des failles et des risques d'attaques cybercriminelles qui pourraient provenir de l'intérieur ou de l'extérieur, jetant ainsi aux gémonies les informaticiens du système. Comment comprendre le fait pour certaines banques d'exister au Cameroun, mais d'avoir leur serveur, mieux l'ensemble des bases de données logées dans un pays autre que le Cameroun? Pourtant, ce n'est pas ce que dit et prescrit la COBAC. Vous êtes au Cameroun, mais les serveurs sont ailleurs. Nous faisons ainsi allusion à la complexité qui entoure le transfert et la gestion opérationnelle de la technologie liée au système informatisé, de traitement des données sur lesquelles s'adosse le système bancaire. Or, l'implémentation des systèmes informatisés et des solutions de traitement des données requiert des standards et des normes pour garantir la qualité et la fiabilité des services offerts. Standards et normes qui, faut-il le dire, sont ainsi régis par des indicateurs sur lesquels devrait s'adosser le choix des infrastructures, les procédures de gestion opérationnelle, la compétence des opérateurs appelés à travailler sur le système, les méthodes de réalisation des audits du système et le niveau de sécurité afin d'empêcher ou de réduire le niveau de vulnérabilité du système et le protéger contre divers cas d'attaque de genre cybercriminel et les bugs. Est-ce donc ce qui se passe dans nos banques? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Pourtant, la COBAC est là. Quel est ce pays donc où chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, comme il entend, loin des textes réglementaires? Comment comprendre l'opacité qui entoure la fiabilité des systèmes d'information dans le secteur de la banque dans ce pays, du fait que certaines banques affichent de sérieux manquements technologiques, négligence ou actions volontaires à le savoir? Comment comprendre ces virements irréguliers, savamment opérés sur certains comptes bancaires dans ce pays, jetant l'opprobre sur les responsables des cellules informatiques, alors que le problème est tout ailleurs? Car à son temps, de la SCB Cameroun, filiale du groupe Attijari Wafa Bank, on se souvient de ce qui s'était passé. D'ailleurs, on avait baptisé SCB Get. Comment comprendre, par exemple, que pour réaliser un audit sur certaines banques, en cas de problème, il faudra pour les experts enclencher la procédure, non pas au niveau local, mais plutôt au niveau du siège? Elles sont nombreuses, les banques au Cameroun, qui viennent d'ailleurs, mais elles travaillent juste au Cameroun avec toutes les données des personnes vivant au Cameroun logées là-bas. Comment comprendre que les terminaux de certaines banques étrangères dans ce pays restent en termes d'illustration de simples guichets? Comment comprendre que cela est arrivé dans plusieurs pays africains dans la même période? L'Espagne, le Sénégal,
la Côte d'Ivoire, le Togo, la Tunisie, et tout cela par les mêmes personnes, peut-être provenant du même pays. Telles sont les interrogations de ce jour qui nous appellerait désormais à nous poser la question de savoir si la COBAC ne vient pas contrôler nous, au Cameroun, notamment l'État, qui est pratiquement actionnaire de certaines banques, pourquoi n'est-il pas regardant sur la gestion et le non-respect des données informatiques? La collègue bien sûr Charles Mbatchou ce matin. Ouh là là, ça c'est compliqué, mais également ça vous permet, vous Camerounais et nous Camerounais, y compris Africains, de tenter de savoir comment ça se gère dans ces banques-là. Nos données sont-elles sécurisées au niveau des banques camerounaises? Et effectivement, c'est l'un des problèmes majeurs que ça pose ce matin. Charles Mbatchou y est allé, pas de même molle, hein, bon Bengen va-t-on le dire. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les banques camerounaises sont fiables, que les données sont fiables? Et au-delà justement des textes de la COBAC, comme l'a très bien souligné, est-ce qu'on peut dire que les banques camerounaises, en termes de sécurisation informatique, il y a une fiabilité là-dedans? Bon, Bengan. Non, je souhaite qu'on s'entende sur le mot qu'on utilise. Il n'existe pas de banque camerounaise actuellement. Il existe des banques au Cameroun. C'est différent. Justement, si nous restons dans ce jargon-là, on va se perdre. C'est ça qui donne l'illusion que le Cameroun a des banques. Le Cameroun n'a pas de banque. Nous avons des filiales des banques au Cameroun, installées au Cameroun. Et je suis d'accord avec Charles Hamel. Et malheureusement, on sera obligé de citer les noms. La réforme ou alors la restructuration du secteur bancaire a échoué en 1990. A échoué pourquoi? Parce que précisément, le Cameroun a pris l'option de ne pas s'engager dans les actions de développement, mais de se considérer comme un territoire colonial français. Je veux dire ceci en d'autres termes. Le Cameroun a pris l'option, depuis la restructuration du secteur bancaire en 1990, d'être une colonie française en matière de gestion financière, les banques et les assurances. Donc le Cameroun n'a pas de banque. C'est des filiales. Et ce qui se passe ici, justement, c'est pour cette raison que vous allez vous rendre compte que le gouvernement est complice de cette mafia qui s'installe chez nous. Et la seule personne qui aurait pu nous sortir de là, c'est la justice. Si la justice était comportée comme un pouvoir. Ça veut dire la chose simple suivante. Il a parlé d'une banque là, moi je parle de la BICEC par exemple, et la SCB. Tout le monde sait que ces banques-là, c'est des filiales et leurs services informatiques, les bases de données, c'est ailleurs. C'est là où... Au Maroc. Voilà, pour le cas de la SCB, c'est au Maroc. Pour la BICEC, vous avez vu comment on exfiltre les DGI par, on prend les Camerounais, on met en prison. C'est la même chose ici. Et on sait pertinemment que les gens ont caché leurs services informatiques chez eux, toutes les informations, et que les informaticiens locaux n'ont pas accès à cette base de données. Mais lorsqu'il y a les tripatoires, c'est eux qu'on prend, malgré le fait, parce que là, ce qui est même dangereux, et que, bon, je ne maîtrise pas les termes rébarbatifs de l'informatique, mais il y a ce qu'on appelle les adresses ISP. Oui. IP, les adresses IP. Pardon, les adresses IP. Oui, les adresses IP. Et on les vole. Qui peut donc rétablir la vérité dans ces choses-là? Et on vous impute un truc. C'est la justice. Nous avons les juges d'instruction aussi. On peut faire des commissions rogatoires. On parle, mais ici on laisse. C'est-à-dire les magistrats laissent là, ils comportent, mais dis donc, on voit parce que d'un côté comme de l'autre, on pourra donner peut-être quelque chose ici, la cola du lion par-ci ou là. Il n'existe pas de banque au Cameroun. Donc, mais chaque fois, on dit, les informaticiens ont fait que, les informaticiens ont manipulé les comptes. Les informaticiens, on sait d'habitude que c'est faux. Et les patrons de cette banque-là volent notre argent et amènent dans leur pays. C'est connu. Est-ce que le problème Karine Santia, justement, au-delà de ce que Mombo est en train d'évoquer, avec l'attitude des patrons et même de ces banques internationales, est-ce que ce n'est pas de nature aujourd'hui à prouver que même l'argent des Camerounais dans ces banques-là n'appartient pas à ces Camerounais?
En même temps, si c'est une banque étrangère, lui, l'argent n'appartient pas au Cameroun. Parce que si le Cameroun n'a pas de banque, en réalité. Si c'est une banque dite camerounaise et qui a ses serveurs à l'étranger, ça veut dire que votre argent ne vous appartient pas parce qu'il se multiplie ailleurs, crée des intérêts pour profiter aux autres, pas forcément à vous. Mais le système bancaire, quand même, c'est un système très délicat. Parce que les microfinances, les banques et autres entreprises d'assurance aujourd'hui, avec l'arrimage au numérique, font face à beaucoup de problèmes. Que ce soit lorsque vous contactez un partenaire, donc lorsque vous avez accès à un partenaire ou à un courtier ou au fournisseur ou toute autre action qui permet d'ouvrir ou de fermer un compte n'importe comment, cela est la porte ouverte aux hackers. Donc, à chaque fois que vous faites une action sur un compte ou notamment par rapport au partenaire, si vous voulez par exemple, si la microfinance X veut avoir un partenaire Y, seulement le fait de faire cette transaction-là au moment de l'arrimage au numérique, ça ouvre la porte au hacker. Il suffit que le hacker maîtrise mieux ce système-là et qu'il soit capable de soutirer 2 données seulement pour vous mettre à mal votre entreprise. Il y a plusieurs entreprises, même européennes aujourd'hui, qui souffrent de cela, qui souffrent notamment d'avoir laissé entrer dans leur système des logiciels malveillants qui ont soutiré des fonds, qui ont fait en sorte que plusieurs clients aient eu des réductions dans leur argent. Par exemple, parfois vous pouvez partir à la banque, vous retrouvez que normalement au lieu d'être à 1 million par exemple, vous êtes descendu un peu à 900 000 francs et ainsi de suite. Parfois, lorsque vous êtes même seulement au niveau du distributeur de billets, un hacker est capable de manipuler les données et faire en sorte de vous piller des fonds seulement à partir du distributeur de billets. Donc, c'est un système qui demande beaucoup de vigilance et notamment avec la Kodak, il y a ce système de contrôle-là qui est mis sur pied et qui demande aux entreprises notamment de faire un rapport parfois journalier et même semestriel à la Kodak pour donner l'état de leur solde, de leurs fichiers, de leurs données et autres. Sauf que les entreprises aujourd'hui encore ont du mal à le faire. Peut-être, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'ils craignent qu'il y ait un audit, notamment dans leur secteur, mais on ne sait pas pourquoi ils n'arrivent pas à s'arrimer. Karine Sontia également, là encore ce matin, merci beaucoup pour ce point de vue. Et allons savoir exactement ce que cela inspire à Dominique Audrey ce matin. A-t-on le sentiment, Dominique Audrey, vraiment que pour sécuriser l'argent des Camerounais dans ces banques-là, ou encore même, en termes de sécurisation, peut-on dire qu'il y a une confiance à faire au Cameroun et aux banques camerounaises? Votre avis sur la question? Est-ce qu'on doit leur faire confiance? Aujourd'hui, les Camerounais... Ça va même très bien dit. Alors que vous logez les serveurs de vos banques en étranger, et pourtant au Cameroun, vous avez des banques qui sont là, les guichets qui sont là. Non, c'est pas ça. Ceux qui ont les banques, ils ont les serveurs chez eux. Ouais. Ils ont leur serveur chez eux. C'est pour ça que je vous dis. Comme au Maroc, comme en France. Si la banque est marocaine, si vous dites que le Cameroun, c'est que la guichet. Si la banque est française, serveur en France. La banque est marocaine, le serveur au Maroc. Alors, comment vous comprenez ça, Dominique Audrey? Qu'on n'a pas de banque au Cameroun, que ce sont des étrangers qui viennent juste nous aider avec leur banque. Ouvrir les guichets. En tout cas, on ouvre les guichets, nous on garde notre argent là-bas et le moment venu, on nous les restitue. Sauf que ces différentes banques subissent généralement des cyberattaques et malheureusement, pour garder la crédibilité aux yeux de leurs clients, ils ne nous disent pas qu'en réalité, il y a eu un vol de données, il y a eu telle autre situation avec votre compte. C'est pour ça qu'à certains moments, vous vous retrouvez, quelqu'un va vous dire votre compte est débiteur ou bien vous avez effectué une transaction, pourtant vous ne l'avez même pas fait. Simplement parce qu'il y a des gens qui jouent avec vos données. Donc on assiste là à une sorte de cyber-chaos parce qu'il y a un manque de suivi. Il n'y a pas, le gouvernement malheureusement a laissé ce secteur-là à ces étrangers-là et ne chapeaute pas. Vous ne pouvez pas laisser que des étrangers aient des banques chez vous et vous n'avez pas la main mise dessus. L'État est actionnaire à 49% uniquement dans le cas de la SCB. Donc attention, l'État est actionnaire dans l'ensemble de ces banques. Ça c'est pour le cas de la SCB, 49%. L'État est actionnaire et la SCB est la banque de l'État du Cameroun parce que tous les comptes de la présidence et tous sont logés, puis c'est le cas depuis l'époque d'Aïdjo. C'est à la SCB. Je prends juste un cas comme celui-là puisqu'elle a soulevé la question du regard de l'État. Mais ça veut dire donc que l'État est
complice de la mafia qui l'a organisé C'est chez pourquoi lui. les gens ont peur souvent de Peut-être garder vous croyez que l'argent l'État est dans ses complice, poches. mais vous ne croyez pas un peu aussi que l'État n'est même pas conscient justement du fait que Ah, les non. serveurs Ah, soient... À un moment donné, parce que c'est- est-ce que l'État ne s'est pas dit simplement je garde mon argent simplement, je vous fais confiance, et l'État même avec l'évolution ignore que l'informatique prend des proportions importantes, et voilà, est-ce que vous ne croyez pas que l'État même est loin de ces réalités Non, tant aujourd'hui? que Dominique Dominique Audrey. Je ne pense pas, Michel. Je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Je n'ai pas cette impression-là. Vous savez que la distance... Dans la mafia, c'est en complicité avec l'État. Évidemment. Évidemment. Et maintenant qu'avec 49% dans une entreprise qui a 100%, je ne sais pas trop quel est le pouvoir qu'on peut avoir là-bas. Il y a que la distance due aux serveurs qui sont à l'étranger et sur lesquels on ne peut pas avoir Accès. de contrôle, oui, fait qu'on s'expose. En 2018, je crois aux États-Unis ou en France, j'ai oublié le pays, il y a quelqu'un qui a réussi à voler sensiblement 14 millions de dollars en 2 heures, simplement parce qu'on a réussi à attaquer ce serveur-là. C'est comme nous dire qu'ici au Cameroun, on n'a pas d'ingénieurs, d'informaticiens à même de nous produire des serveurs pour qu'on puisse monter une banque ici. Ça démontre également un manque de confiance dû aux éléments, aux étudiants, aux élèves qu'on forme ici chez nous. Parce qu'on n'a pas de banque visiblement. Et c'est un mal. C'est un mal parce que l'argent, les intérêts sont pour d'autres personnes, contrairement à nous. Donc il y a un manque à gagner criard pour le Cameroun à ce niveau. Merci beaucoup Dominique. Bon, maintenant vous voulez réagir rapidement. Peut-être avant que Charles, maintenant, la SCB, on connaît son histoire. C'était une banque camerounaise. Et les pontes du régime ont mené cette banque à une banqueroute, donc à la fermeture. On a réformé et ça n'appartient plus au Cameroun. Le Cameroun y est majoritaire, est actionnaire, mais par des micmacs, parce que ça aussi il faut le reconnaître. Le Maroc est beaucoup plus à l'Union européenne. Je pense que l'actuel roi du Maroc a d'ailleurs tenté plusieurs reprises d'entrer à l'Union européenne, même sur sa thèse de doctorat porte sur les relations du Maghreb avec l'Union européenne. Donc là, il faut le dire. Le Cameroun a refusé d'avoir les banques. Même les banques qui ont des noms de Camerounais, c'est des banques qui sont ailleurs, c'est des holdings qui sont installés ailleurs et qui sont ici précisément pourquoi? Parce que la réforme, avec ce qui s'est passé avec la SCB, avec la BIAO, Méridien BIAO, tout ce que vous en avez, on sait que ça aboutit. Avec le crédit agricole, avec on peut citer les banques à privées. Donc, même les ponts du régime n'ont plus confiance à leur pays. Comme il faut, c'est l'argent. Et quand vous avez votre femme, vous la mettez en sécurité. Quand on veut mettre notre argent en sécurité parce qu'on ne sait jamais, on participe donc à une mafia qui fait semblant qu'on a des banques, mais en fait, on dit aux gars, venez. On vous autorise, vous installez chez nous, mais on vous donne notre argent, vous sécurisez chez vous. Merci Mbok, merci beaucoup. Allez, madame, monsieur, dans un instant, nous reviendrons bien évidemment aux recommandations et aux améliorations de cette réalité avec Charles Amel Bachou. Marquons une pause et on se retrouve. Bon retour, madame, monsieur, à l'instant sur votre antenne Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith qui se poursuit. Vous le savez, à l'instant, nous avions souhaité mieux comprendre la réalité autour de la sécurisation dans les banques au niveau du Cameroun. Et Charles Amel Bachou en a fait une colère ce matin, très en colère d'ailleurs. On tentera de mieux comprendre comment peut-on en ressortir, comment peut-on passer à une réelle amélioration autour de cette réalité concernant la sécurisation du réseau informatique dans les banques du Cameroun et amélioration surtout, recommandations. Mais surtout ce qu'on va dire, Charles Amel, peut-être de façon plus explicite, on se rend compte dans votre collègue ce matin que le Cameroun n'ayant pas de banque, comme Charles Amel, comme Bon Benga l'a très bien précisé, que l'Afrique n'a pas de banque, vous n'avez que des guichets. Par conséquent, l'argent qui n'est pas votre argent, qui est produit, si vous voulez, par la chamalière en France ou encore reversé au niveau des banques centrales, ce n'est pas vous qui produisez. Et au final, économiquement parlant, vous n'avez rien, on vous tient avec tout ce qui est économique. Alors, ne donnerait-on pas raison à Laurent Gbagbo qui a voulu justement mettre en place la monnaie ivoirienne et en sortir pratiquement? Vous savez ce qui lui est arrivé?
Vous savez ce qui est arrivé à Pouemou Tunjan aussi, vous devez le savoir. Tous ceux qui ont osé réfléchir. Monsieur Michel Ngachou, mon problème ce matin, c'est avec la COBAC. Oui. La Commission bancaire d'Afrique centrale. Qu'elle nous dise si elle est dépassée. La COBAC ne sanctionne pas monsieur Michel Ngachou. Or, le des règlements de la COBAC voudrait que là où est implantée une banque, soit aussi implantés ses serveurs et l'ensemble des éléments technologiques en termes de base de données. Savez-vous qu'il y a de nombreuses banques, s'il y a un moindre fraude, vous allez monter tout en termes d'audit, on va finalement vous dire non, il faut aller à le siège. Le siège, c'est le Maroc. Le siège, c'est en France, monsieur Michel Ngachou. L'un des deux, suivant la banque dans laquelle vous êtes, vous devez aller parce que c'est là où c'est logé. Or, c'est depuis 2015, 2016, 2017 que la COBAC n'a eu de cesse à tirer l'attention sur le principe que toutes les banques devraient avoir leur base de données logée au Cameroun. Ça suppose que vous qui êtes client. Elle peut sanctionner la COBAC? Oui, elle a le droit. Pourquoi les sanctions dont elle parle? Elle a le droit de sanctionner. Allez savoir, qu'elle ne sanctionne pas? Allez savoir qui tient la COBAC. Alors, monsieur Michel Ngachou, pour vous démontrer qu'il n'y a pas en termes de normes, le respect, il y a un non-respect du norme de sécurité informatique au Cameroun, je vais vous dire que c'est les étrangers. Parce que vous vous rendez compte aujourd'hui, beaucoup d'informaticiens sont gardés dans les prisons, monsieur Michel Ngachou. Des Camerounais sont gardés dans les prisons pour des fautes qu'ils n'ont pas commises, mais des fautes qui ont été savamment dosées. Regardez dans les banques, quand je parle des banques officielles, vous allez vous rendre compte, monsieur Michel Ngachou, que les Camerounais n'ont rien. C'est les étrangers, les propriétaires de la banque, qui s'occupent de la sécurité infrastructurelle, c'est-à-dire des équipements physiques, serveurs, équipements de sécurité, tous sont basés à l'étranger et gérés par les propriétaires. La sécurité applicative, c'est-à-dire quoi? Les mises à jour, les préventions contre des connexions non autorisées, c'est géré par les propriétaires de la banque. Aucun étranger, c'est-à-dire que si c'est au Cameroun, aucun Camerounais, mais c'est géré par les étrangers, les propriétaires de la banque. La gestion des applications, c'est-à-dire la création, la modification, la suppression des utilisateurs sur les serveurs, ainsi que l'attribution des habilitations. Ça veut dire que ce matin, on peut vous dire que vous ne travaillez que sur tel. On n'ouvre que ce couloir informatique pour que vous travaillez. Vous n'avez accès à rien d'autre. La lecture seule des données et au téléchargement de certains fichiers, on ouvre en fonction des heures et du moment ce qu'on demande comme tâche. Tout est contrôlé par les étrangers. La possibilité de modifier les données ou d'exécuter des programmes sur le serveur, c'est géré par les étrangers dans la banque. Il existe deux serveurs. Vous avez le serveur de sauvegarde, ce qui s'appelle serveur de production, et le serveur de sauvegarde. C'est ce qu'on retrouve. On a nos petits guichets, monsieur Michel Ngachou, où les gens se débrouillent. Vous savez, la majeure partie des serveurs sont hébergés à l'étranger. Bon, on a eu de cesse de le dire. Aucune application, ni protocole de prise de connexion à distance n'est installé sur le serveur bancaire, c'est-à-dire le serveur des guichets. Aucune application, rien. Vous vous contentez d'encaisser, décaisser, travailler sur les crédits et consorts. Lorsque monsieur Michel Ngachou, vous vous retrouvez avec ce genre de configuration et que demain vous accuse d'avoir volé. Vous avez volé, que vous avez géré quoi? Quand vous dites qu'il y a un bug, par inadvertance, on a eu des gens qui arrivent au niveau du guichet, ils se retrouvent à trouver qu'on a mis dans leur compte 1 million. Vous vous retrouvez dans ce système. L'informaticien, vous n'avez pas accès. Donc, il faudrait, et je crois que Mbombo peut-être peut avoir raison, lorsqu'il aborde la question de complicité au niveau de l'État. Et au-delà de la complicité, mais l'interpellation de la justice, justement, et des procureurs. Non, la COBAC, monsieur Michel, ne laissez pas la COBAC. Ne laissez pas la COBAC, monsieur Michel. Parce que même ceux qui souffrent là, c'est la faute à la COBAC. Parce que c'est la COBAC avait tapé sérieusement la main. Mais vous vous rendez compte que la COBAC ne peut pas taper parce qu'aucune banque n'appartient aux Africains. Vous voulez quoi? Non. Ils sont en territoire. Peut-être la COBAC n'est qu'une figuration. Mais ils sont sur le territoire. Ce n'est qu'une... Le Nigeria, le Ghana ont les banques. Il s'est passé quelque chose en 90, je vous le dis. En fait, c'était le prolongement de ce qu'il y a eu en 1979. En 1979, la production de pétrole, notamment des pays africains francophones, était multipliée par 20. Le patronat français décide donc
de s'en approprier. C'est d'ailleurs à ce moment qu'on on manque au Cameroun en leur disant vous aurez une raffinerie. La Sonara, c'est pas une raffinerie. Bon, les sons. Il y a le président du patronat français à l'époque s'appelle Yves Ouvelin. Il a dit quelque chose et c'est là où vous-même vous êtes tombé, monsieur Ngachou. Il avait dit qu'on va créer une action concertée pour le développement en Afrique. Mais beaucoup comme vous, on pensait qu'il parlait du développement de l'Afrique. Oh, c'est faux. C'est la même chose qui se passe en 90. Les quelques banques qu'Aïdjo a laissées, on décide de les mettre en banqueroute. Maintenant, il faut créer des choses. Et or, la démocratisation revient, le multipartisme revient. Les gens ont donc peur de perdre le pouvoir. Il faut trouver des complicités. C'est comme ça qu'on transforme donc ce qu'on pouvait réformer comme banque camerounaise en guichet. Des vraies banques qui viennent. Et comme le Maroc ne vient pas là de bien morts qui viennent donc. Et les deux personnes qui peuvent nous garantir justement, et là Charles Armel a raison, est-ce qu'il n'y a même pas de panafricanisme à la COBAC? Parce que c'est la COBAC qui nous a même révélé en 1997 que au Cameroun, les particuliers ont plus d'argent que les entreprises. Et que parmi ces particuliers-là, le plus grand nombre, c'est les fonctionnaires. Mais pourquoi avec ces mesures, avec ces tours, ne peuvent pas interpellent-ils les présidents et quand ils se retrouvent au sommet de la semaine, ils ne font rien. C'est là où on interpelle. Donc maintenant, il reste les magistrats. Oui. Comment les magistrats, eux aussi, chers magistrats, entre nous, non, mais vous savez, vous mettez vos frères, vos sœurs en prison, sachant vous-même qu'ils n'ont rien, qu'ils n'ont commis aucun acte là-dedans. Oui. Soyons sérieux quand même. Non, mais comme vous le leur dites là maintenant, vous croyez que ça va changer? Je leur dis, qu'ils entendent. Mais ils ont besoin d'argent, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin qu'on leur renforce. Mais justement, la commission rogatoire va leur donner plus d'argent. Si les juges d'instruction, je parle de Douala, par exemple, où il y a eu des banques qui m'ont énervé tellement que, bon, je voulais prendre la présidente de la République, mais bon, j'ai dit... Oui, qu'il reste là, s'il demande une commission rogatoire pour aller au siège pour la BICEC à Paris et au siège de la TIJA ou quelque chose que vous dites là au Maroc, ils demandent cette commission-là, ils y vont malgré Covid. Ils peuvent aller, ils enquêtent, ils se trouvent. Après, ils viennent libérer leurs frères. Ça va prendre beaucoup de temps. Bon, ça va prendre beaucoup de temps. Le temps que les innocents mettent en prison, là, oui, je dis, nous ne validons pas que... Quelqu'un vient, il peut un guichet sur vous. Les gars de la COBAC sont là, à Libreville. Nous ne validons pas justement que les gens aillent en prison. Mais maintenant, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que vous ignorez pas qu'on est dans un état purement corrompu. Et vous savez comment ça se passe à ce niveau. Donc ce qui se passe, c'est que... Mais ils sont complices. C'est ce qu'on vous dit que l'État et la justice sont complices de ce qui se passe au Cameroun. En mai 2019, on a connu au Cameroun, on a connu la sous-région, la crise des devises au sein de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. On s'est rendu compte qu'au Cameroun, une banque au Cameroun, M. Michel Ngachou, n'a pas rétrocédé entre 2017 et 2019 1200 milliards de francs CFA sur des opérations de commerce. Mais attendez, posez-vous la question. Et c'est la COBAC. Et la COBAC ne frappe pas. Est-ce que vous savez, M. Michel Ngachou, que vous avez des informaticiens dans les banques qui ne changent pas, ni au Maroc, parce qu'il y a des serveurs là-bas, ni en France, directement avec ceux qui sont chargés, M. Michel Ngachou, du travail. On a créé ce qu'on appelle une zone tampon, un centre de support informatique, où vous écrivez, vous déposez là. Ceux qui sont dans le pays étranger, le propriétaire, viennent là, retirent ce que vous avez écrit, traitent, répondent, renvoient là, pour venir prendre. Non, c'est comme une marmite collective où on vient faire le dépôt. Vous voyez que c'est tellement sécurisé, et quand on vous compte les différents bugs qu'il y a, aujourd'hui, on se plaint à la fonction publique. On se plaint de ceci, le surplus et tout. Et si c'était, comme Bombogla dit, une affaire savamment orchestrée, laisser pourrir l'ensemble du système technologique, orchestré au plus haut lieu, dans les différents lieux, et faire tomber sur les informaticiens. Vous dites justement qu'il faut interpeller la COBAC. C'est très important. La COBAC doit réagir. Permettez. La COBAC doit réagir au niveau local également. Est-ce qu'on parlera de formation? Permettez, en dehors de ces banques-là,
Qui sont ceux que ces banques recrutent comme informaticiens? Est-ce qu'il y a une formation? c'est pas là le Non, problème. c'est pas là le problème. Il Non, n'est monsieur pas Michel. question de mettre, comment je veux dire, en doute la formation de nos informaticiens ou même des informaticiens qui travaillent dans ces banques. Non. Je vous dis clairement que ces informaticiens ne savent pas ce qui se font dans l'opération. D'accord. Mais puisqu'ils ils n'ont pas les coups de frange, ils n'ont pas les parapluies, les godasses, on les prend, on les met au frais. Les vrais coupables sont continus. Monsieur Quelquefois, Michel, voilà comment ça se on- passe. Ils prennent quelques 2-3 personnes qu'ils mettent dans des jeux, mais parce qu'eux veulent arriver à leur but. Merci. Monsieur Michel Gatou, Ça va, maître. si En vous 30 faites une secondes, 30 opération, secondes, 30 on vous donne, secondes. oui, pour faire une opération, par exemple, vous êtes dans un guichet d'Afrique, du Cameroun, ou à Douala, on vous demande de mener une opération. On vous donne, pour mener votre opération, 3 choses. Première chose, un compte utilisateur. Deuxième chose, un mot de passe. Troisième chose, une habilitation pour ce que vous pouvez faire. Vous pouvez dire que vous tenez le serveur? Pas du tout. Hein, monsieur? Et on vous donne le temps de travail, qui généralement peut être d'1 heure. Vous pouvez faire quoi en 1 heure? Voilà. Sachant que même s'il faut craquer un code, monsieur Michel Gatou, il vous faut 8 jours ou je ne sais pas combien de fois, essayez pour pouvoir craquer un code. Vous parlez bien sûr de la COBAC. Nous croyons également ce matin que pour ceux qui nous regardent au Gabon ce matin, déjà bonjour à vous, bonjour également à toute la grande famille de la Faut qu'on COBAC au travaille. Gabon. Il va falloir absolument que la COBAC se prononce là-dessus, que la COBAC également aille plus loin et vienne à sanctionner parce que c'est également sa mission. Il faut sanctionner quand il y a ces manquements, mais dire, je vous en prie, ramener ces serveurs en Afrique, Au Cameroun. ou encore créer des serveurs sur place. C'est important, c'est peut-être l'urgence. Maintenant, on attend de voir ce que fera la COBAC. Non, et que le gouvernement camerounais ait un droit de regard sur ses serveurs. mais il y a Au Cameroun. des complicités, Monsieur Michel Gatou, bon, on peut mettre ses serveurs au Cameroun. Non, Mais s'il n'y a vraiment. pas le droit de regard de l'État, Excusez, on dira que peut-être on prend position, mais à un moment donné, il y a une crise de confiance avec le même État. Vous parlez de quel État? Comprenons-nous. Bon, maintenant, Message. cet État Permettez. va quand même laisser ses compatriotes. Oui, mais mourir en prison. écoutez, lorsqu'il y a une mafia qui est bien orchestrée, avec ces gars, ils ont 49% au niveau on a pris le cas de la SCB. de la SCB, par exemple. Mais vous croyez croyez justement qu'avec ces migmarques et toute cette manigance-là, on sait en même temps qu'il y a des blanchiments d'argent, etc., on vous laissera le faire? la COBAC, c'est pour ça que nous vous Mais disons qu'est-ce qu'on que- doit taper sur Elle la nous sait donc encore la COBAC si elle ne peut pas réagir. Alors, on va voir justement ce que donne les messages qui arrivent sont avec vous, je vous en prie. Vu les manquements volontaires des banques européennes en violation des textes régis par la COBAC, j'aimerais que tous les Camerounais affairés, fonctionnaires, commerçants fassent confiance aux banques camerounaises. Au moins, les banques camerounaises ont leurs serveurs au Cameroun. Nous avons ici, je ne vais pas citer le nom de la banque, sous risque de faire une publicité, les banques marocaines, françaises, anglaises, américaines n'arrachent ou n'agressent pas. C'est nous-mêmes qui allons vers elles. Je ne veux même pas parler de la COBAC pour être courtois avec elle, mais c'est une pourriture cette instance. Alors ça c'est Bob Lebon, un autre message cette fois-ci de Henri Michel Cham. Alors, non, un autre message, notamment concernant encore la COBAC ce matin. Concernant la colère du jour, je dois dire que ce pays a la chance que les Camerounais ne sont pas super doués dans le hacking. Sinon, informaticien, réseau de formation, je peux vous dire que le fait de ne pas respecter les consignes de la COBAC est fait et à dessein. Il y a plein de gars qui sont formés ici et qui peuvent assurer cette sécurité là, mais les gars préfèrent prendre des petits Pakistanais à qui on donne 3 millions par mois et logement dans des appartements meublés alors qu'ils n'ont pas de réel background. Culte de la diplomite et complexe du blanc, mais la COBAC est complice de tout ça car s'il n'y a pas respect des consignes sans sanction, alors il y a accointance et l'État ne fait rien pour y remédier non plus. Donc, lui aussi est complice finalement. On est entubé de tous les côtés. Tony Frank Dam Chouat. Voilà. Il a présenté clairement la situation. Tout à fait. On doit faire confiance aux Camerounais, M. Michel Gatou, et loger ses serveurs, réhabiliter, réactualiser. M. Michel Gatou, Vous faites confiance à quel il y a Camerounais? des jeunes Ça va même Camerounais. marcher. Vous faites confiance à quel Camerounais alors que les Camerounais n'ont pas de banque. Il n'y a pas de banque au Cameroun. Non, mais au moins ils ont Mais fait l'école. qu'est-ce qu'ils font alors finalement? Mais créer des banques au Ils ont Cameroun. été à l'école. Créer des banques au Cameroun. Donc, les logiciels. Il y avait les banques Mais ici. est-ce qu'il n'y Mais a les Camerounais créent des logiciels. Il faut qu'on c'est le connaisse problème. les logiciels. Non, mais si le ministère des Finances achète les logiciels à l'international, c'est au Cameroun que les banques vont chercher les logiciels camerounais. Il ne faut pas demander c'est quand assez même. compliqué. Pas- Mais moi, pas je vous ai demander dit l'impossible justement, aux Camerounais. la question aujourd'hui nous prouve à suffisance que les Africains ou les Camerounais
n'ont pas de banque, n'ont pas d'argent et du coup, ils sont tenus entièrement et leur économie même n'est pas entre leurs mains. Si on n'a pas l'argent, on fabrique l'argent. Voilà. Donc, ce n'est pas là le problème. Donc, on peut fabriquer l'argent. Oui, on peut si fabriquer l'argent. Le problème est que nous devons sortir du joug colonial français. C'est ça le problème. Il faut qu'on ferme les... Le Ghana a les banques. Le Nigeria a les banques et les hommes d'affaires. Et ils viennent chez vous avec les alors, oui. Pourquoi alors, à côté, et ici, devant le chef de l'État, Tony Elumelu lui a dit, nous voulons faire des affaires avec nos frères camerounais, mais mettez-les devant. Merci. Vous vous rappelez du sommet Investir au Cameroun qu'avait organisé le chef de l'État. Vous attrapez une structure qui n'a pas reversé. Une retrocédée 2017, 1200 milliards. Et on lui fait encore confiance, M. Michel Ngacho. Mais c'est de ça que je parle. Crise de confiance. Merci. Message Karine Santia. Alors, par rapport à l'histoire du jour, c'est parce que quelque chose nous... Un instant. Si nous nous accrochons à la vie, c'est parce que quelque chose nous rattache à ce monde. Mais pour bien des gens, le monde n'est que souffrance, déchéance, désespoir et mort au point où on se demande si finalement la vie vaut la peine d'être vécue. Germaine, je comprends ta peine. Sache qu'il n'y a pas que malheur dans la vie, il y a de l'amour, il y a surtout l'espoir de trouver quelque chose ou quelqu'un qui te donnera la joie d'exister. Ainsi, tous tes malheurs et frustrations passées prendront alors un sens. Courage et bonne chance. Un autre message. Alors, la colère du jour. Permettez, je voulais quand même relancer Dominique Audrey justement sur cette réaction du téléspectateur. Et Dominique, vous pensez justement que c'est la bonne solution? C'est ce qu'il faut absolument pour elle là, pour le moment, concernant Germaine et la réaction du téléspectateur? Oui, Germaine a besoin de savoir qu'elle a le droit de vivre. Germaine a besoin d'être confortée dans ce que les gens l'aiment, son entourage l'aime. Et que lorsqu'on vit, on ne vit pas pour soi, on vit pour les autres. Parce que même si vous ne vous aimez pas, vous devez pouvoir laisser les gens qui vous entourent, qui vous aiment, profiter de vous. Mais maintenant, ça ne peut se faire que si et seulement si son entourage se met à contribution pour pouvoir lui redonner l'envie de vivre. Elle dit qu'elle a perdu son enfant, c'est un choc. Elle a perdu son travail, c'est un autre choc. Et elle tombe sur des, entre guillemets, des hommes en mal de masculinité. Ça fait 3 chocs. Donc maintenant, si on peut l'aider d'abord à avoir une activité qui va lui donner la force de se lever tous les matins, je crois que ce sera un début. Mais elle a besoin d'encadrement et elle a besoin de Dieu dans sa vie. Voilà. Monsieur Michel Ngacho. Oui, Charlemagne Bachou. On dit généralement en Afrique que lorsqu'un homme tombe malade et qu'on se rend compte que la maladie s'empire, la première personne qu'on enlève, qu'on éloigne de lui, c'est sa femme. Parce qu'on se dit sa femme a été coupable d'un acte d'infidélité. On fait d'abord partir la femme pour comprendre. Pareil pour la femme. Lorsque la femme tombe malade et que la maladie prend une certaine proportion, la famille de la femme vient prendre la femme. On n'éloigne pas l'homme, mais on prend la femme pour aller soigner la femme. Ici, elle n'a pas besoin d'un homme. Je vous en prie, arrêtez de nous envoyer des solutions qui énervent. Non, elle n'a pas besoin d'un homme. Ne trouve-toi un homme, il va t'écouter, il va te parler. Monsieur Michel Ngacho, elle a besoin, même dans la Bible, il y a ce qu'on appelle une période de tribulation. Jésus lui-même a passé ses 40 jours au désert pour se purifier. Ça peut être une période de purification, de tribulation qui va l'élever. Aujourd'hui, vous chantez le morceau Simo, Simo. Et ce monsieur a fait plus d'1 an de maladie. On ne savait pas qu'il allait vivre. Je dis 1 an de maladie. C'est au sorti de sa maladie, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de ce morceau, qu'il écrit ce morceau. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que s'il compose, même il y aura un morceau qui va passer. C'est comme ça, ça nous prédispose. Alors qu'elle traverse cette période de tribulation, elle n'a pas besoin d'un homme, elle n'a pas besoin d'une personne qui va l'écouter, elle a besoin plutôt de se soigner. Karine, ça va réagir rapidement. Alors, elle peut ne pas avoir besoin d'un homme, certes, mais je trouve que cette femme a besoin de quelqu'un, des personnes qui l'entourent. C'est pourquoi les traitements des personnes victimes
de désespoir ou encore de dépression ne concerne pas que le spécialiste. C'est pourquoi vous devez être entouré. Et je pense que Mbomboka a expliqué comment est-ce qu'en Afrique ça se gérait. Il y a la famille, il y a tout le monde qui vous entoure pour vous comprendre, pour vous écouter. Mais maintenant, il faut que ces personnes soient à même d'écouter ce que vous dites et de comprendre où vous allez. Et c'est à partir de ce moment qu'on va vous dire que tout vaut la peine d'être vécu, même le désespoir que vous traversez est normal. Elle n'est pas au comment, elle est au pourquoi. Monsieur Mbachou, elle est au pourquoi j'ai mal, pourquoi je pleure, pourquoi je n'ai pas le travail, pourquoi je n'ai pas l'enfant. Elle est au pourquoi. Mais oui, c'est à vous de lui faire comprendre que la réponse... Non, je suis désolée. La réponse à son pourquoi, c'est que vais-je faire? Et qui va lui dire ça? Vous savez que les personnes qui souffrent n'ont pas... Laissez-moi terminer. Pour que quelqu'un, parfois, sorte d'une situation, elle a besoin que quelqu'un lui dise que tu n'es pas la première à passer par là. C'est de ça qu'il est question. Qu'elle écoute un son de cloche différent. Ce n'est pas comme si les gens n'avaient besoin que de ça. Vous pensez que, s'il vous plaît, comment est-ce que quelqu'un qui a un problème mental se soigne lui-même? Dites-moi. Comment est-ce que quelqu'un qui a un problème mental se soigne lui-même? Elle a besoin d'un accompagnement. Et c'est comme ça. C'est pas seulement occidental ou c'est pas seulement africain. C'est naturel. C'est pas une question d'occidentaliser ou africain. Non, je ne suis pas là-dedans. Proposition. Moi, je termine en disant ceci. Il ne faut pas qu'on laisse croire à cette femme que c'est de sa faute. Vous n'êtes coupable que d'une chose, d'être malade. Et même ça encore, ce n'est pas de votre faute. Parce que vous avez besoin d'un traitement. Et vous voyez qu'aujourd'hui, c'est à un point où les gens ont même mis sur pied des médicaments pour soigner, pour des antidépresseurs pour les malades. Parce que c'est grave. Merci. Les gens vivent ça au quotidien. Est-ce que ça soigne alors? Bon, voilà, c'est de que vous les antidépresseurs. Mais si on continue à prescrire, ça veut dire que ça soigne? Non, justement. Je ne pense pas qu'on continue à donner des médicaments qui vont empoisonner les gens. On vous écoute, c'est des drogues. Pour sortir d'une situation pareille, revenez à vos sources. Je l'ai dit tout à l'heure. Les sources, c'est quoi? Commencez à dire que le salut est collectif. N'individualisez pas votre problème. Le salut est collectif. Qu'elle se remette elle-même et dit comment j'ai traversé mon enfance, comment je me suis... Mais quand elle reste là, dit personne ne m'écoute, personne ne me comprend. C'est ça qui se passe dans les échanges. Non, c'est d'abord un effort personnel. Merci Mbom Bengan, qu'elle revienne aux sources et qu'elle apprenne à vivre justement en communauté, c'est très important. C'est après le traitement que les personnes... Merci. Allez, madame, monsieur, marquons une pause, retrouvons-nous et on parlera avec Constilamine. Pour une Afrique conquérante, la qualité du cadre de travail est primordiale. Depuis 23 ans, Fleur Serviça contribue durablement au bel essor de ses partenaires en offrant un environnement professionnel et familial absolument irréprochable. Notre savoir-faire s'est perfectionné avec la durée et l'apport novateur de nos partenaires. Nous sommes heureux de célébrer 15 ans de partenariat solide et durable avec la marque allemande Elitline qui nous fournit tous nos produits d'entretien conditionnés sur place dans notre usine de Douala-Bassa. Nous célébrons aussi 7 ans de partenariat stratégique avec la marque Titi pour le matériel d'entretien tel que chiffon microfibre, autolaveuse, monobrosse, laveur à haute pression, ainsi que des produits et équipements que nous mettons également à votre disposition dans notre showroom situé sur le boulevard de la Liberté à Douala. Fleur Service, inspiré, innové, impacté. Vous le savez également, ça bouillonne sur le plateau, parce que le débat n'est pas fini. Bon, Bengan, Carlson, ça calmez-vous, on en reparlera après. Bonjour Constilamine et bienvenue ce matin. Alors bonjour chers amis, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les clients de la société Fleur Service. À ces clients, je vais leur dire merci beaucoup d'avoir choisi le numéro 1 en matière de nettoyage, le numéro 1 en matière de dératisation, le numéro 1 en matière de désinsectisation, le numéro 1 en matière de désinfection, le numéro 1 en matière de création d'espaces verts, également parmi l'une des grandes sociétés au Cameroun en matière de génie civil. Alors ce matin, il est question de parler encore de la société Fleur Service. Vous êtes nombreux à avoir regardé le spot tout à l'heure, ce spot qui présente les merveilles, ce spot qui présente
compte les réalisations de la société Fleur Service. Ça fait exactement plus de 20 ans que nous sommes au Cameroun. Ça fait plus de 20 ans que nous vous offrons des services de qualité. Alors ce matin, il est déjà question de rappeler à tous nos téléspectateurs les services qu'offre l'entreprise Fleur Service. Alors chers téléspectateurs, retenez déjà que Fleur Service est spécialisé dans le nettoyage industriel et ménager. Fleur Service est également spécialisé dans la création des espaces verts. Également, Fleur Service est également bien entendu le traitement 4D. Et quand on parle bien sûr d'un traitement 4D, on voit directement la désinsectisation, la dératisation, la désinfection et bien entendu la déreptisation. À côté bien sûr de ce traitement 4D, il y a également bien entendu la création des espaces verts. Fleur Service, c'est également bien entendu, comme je l'ai si bien dit, les travaux de génie civil, également la vente du matériel de nettoyage. Alors, chers téléspectateurs, pour ceux qui me regardent ce matin à la maison, vous avez des problèmes de cafards, vous avez des problèmes bien sûr de moustiques, vous avez des problèmes bien sûr des problèmes de rats et de souris à la maison. Alors, je vous invite bel et bien à contacter la société Fleur Service qui vous permettra, grâce à son équipe technique, d'avoir un environnement sain, grâce à son équipe technique, d'avoir une agence de voyage sans souris, grâce à son équipe technique, d'avoir des magasins toujours bien entretenu. Et c'est donc l'occasion ici pour moi d'attirer l'attention de tous ceux qui nous regardent à la maison, que ce soit du côté de Bonamoussadi, du côté de Bastos, du côté de Biemassi, du côté de Garoua. Je sais que vous avez des maisons dans lesquelles il y a les petits cafards. Oui, ces petits cafards qui sont nuisibles pour notre environnement, ces petits cafards qui nous empêchent de nous sentir à l'aise chez nous. Alors vous aviez essayé plusieurs produits, vous aviez essayé toutes les solutions sans résultat. Alors aujourd'hui, pour éradiquer totalement les cafards, les moustiques et tous les insectes rampants à la maison, je vous invite de contacter la société Fleur Service. Et ce matin, je m'adresse également aux patrons des agences de voyage. Vous avez perdu certains clients parce que quand ces clients viennent à vos agences de voyage, il y a les souris qui passent par-ci, par-là. Alors aujourd'hui, grâce au service de dératisation de Fleur Service, vous allez éradiquer toutes les souris qu'il y a dans vos agences de voyage, qu'il y a dans les magasins, également, bien entendu, dans certains bureaux. C'est donc l'occasion plus que jamais d'attirer l'attention de tous nos téléspectateurs. Les numéros de téléphone, vous les avez au bas de l'écran. Nos agences, nous sommes à Garoua, à l'avenue des Banques à Garoua. Nous sommes du côté de Yaoundé, à côté de l'OAPI, et à Douala, nous sommes à la rue du collège King Akwa. C'est-à-dire dans ces trois villes, vous avez les agences de Fleur Service. Et ceux qui nous regardent dans les autres villes du Cameroun peuvent également bénéficier des services de la société Fleur Service parce qu'on a une équipe mobile capable de se déplacer tous les jours de lundi à dimanche. Merci. Alors ce matin, nous allons également parler du matériel de nettoyage. Ah ben oui, qui fait également partir de l'un des services de la société Fleur Service. Il y a donc, pour ce qui est de ce matin, on a bien entendu des balais, on a bien entendu tout ce qu'il y a comme matériel de nettoyage en vente du côté bien sûr de l'agence Fleur Service de Douala. Vous avez bien entendu des microfibres à partir de 1000 francs. Tout ce matériel de nettoyage est en vente à la société Fleur Service. Merci beaucoup et rendez-vous dans nos agences. Et à tout à l'heure. Allez, merci bien Consi Lamine. On vous retrouvera bien évidemment dans un instant pour un autre moment. Pour une Afrique conquérante, la qualité du cadre de travail est primordiale. Depuis 23 ans, Fleur Serviça contribue durablement au bel essor de ses partenaires en offrant un environnement professionnel et familial absolument irréprochable. Notre savoir-faire s'est perfectionné avec la durée et l'apport novateur de nos partenaires. Nous sommes heureux de célébrer 15 ans de partenariat solide et durable avec la marque allemande Eliclean qui nous fournit tous nos produits d'entretien conditionnés sur place dans notre usine de Douala-Bassa. Nous célébrons aussi 7 ans de partenariat stratégique avec la marque Titi pour le matériel d'entretien tel que chiffon microfibre, autolaveuse, monobrosse, laveur à haute pression, ainsi que des produits et équipements que nous mettons également à votre disposition dans notre showroom situé sur le boulevard de la Liberté à Douala. Fleur Service, inspiré, innové, impacté.
Juste un moment de pub, madame, messieurs. Nous vous retrouvons pour la continuité de 10-12, le Zénith. À l'instant, Karine Santia, Bomo Bengan, Dominique Audrey, Oyengelek et Charles Amembachou. Nous allons poursuivre avec la revue des réseaux sociaux pour mieux comprendre ce qui se dit, se fait, ce qui s'est fait justement ces dernières 24 heures sur la toile. Karine Santia, nous sommes avec vous. Oui, on commence par le sujet concernant l'hôpital de Nilon-Tergal. Finalement, le calme est revenu. On se rappelle que jeudi dernier, dans l'après-midi, des images ont commencé à faire le tour de la toile, notamment en rapport avec une famille qui est venue faire la levée de corps d'un de leurs proches décédés et qui avait constaté sur le vêtement de ce proche là du sang et qui directement avait conclu qu'il s'agissait du trafic d'organes humains. Heureusement qu'après l'expérience ou encore les enquêtes menées par l'hôpital, il y a eu sur le tas directement un échange qui a permis à la famille de constater visiblement avec les experts de l'hôpital même et des forces de l'ordre que le corps n'avait pas été manipulé. Donc il s'agissait juste d'une fausse alerte. Et la famille a demandé des excuses de manière verbale et aussi écrite. Merci beaucoup, bon Bengan, l'a entendu. Écoutez, si nous sommes déjà arrivés au moment où les familles ont reconnu qu'il y a eu comment on dit ça, un petit dérapage. Qu'elle a fauté. Oui, qu'elle a fauté, qu'il y a eu un dérapage et qu'on en soit venu à libérer même le corps. Et aujourd'hui, on parle d'enterrement. Nous croyons que c'est le plus important. Mais surtout, on va saluer, si possible, la réaction spontanée de l'hôpital qui a très vite trouvé, de faire un communiqué pour démentir toutes ces allégations. D'autant plus que depuis un petit moment, l'hôpital de Nilon-Tergal est sujet à pas mal de sorties. Souvenez-vous encore de cette dame qui se plaignait d'être maltraitée dans cet hôpital alors qu'elle était, disait-elle, porteuse de coronavirus. Donc on va simplement comprendre aujourd'hui que la situation s'est calmée et plus de peur que de mal. Non, moi je pense qu'il y a deux choses à faire. La première, c'est à la famille, à nos familles. Pourquoi s'alarmer? Il y en a même qui répercutent des informations dont elles ont mal comprises. On dit qu'on a fait ci, on dit qu'il n'est pas allé voir ce qui s'est réellement passé. Et maintenant, la personne qui diffuse ce genre d'informations, parce qu'on a vu le sang où? Sur l'habit, maintenant, est-ce que avant que le corps ne soit dans le cercueil, on vous remet le corps, vous venez identifier le corps avant qu'on ne procède au traitement de ce corps? Donc il y a eu également une faute au niveau de l'hôpital, au niveau de la morgue, on va dire. Quelle mort? Il y a eu une faute au niveau de la morgue. C'est la famille que lorsque vous dites je vais faire la levée de corps jeudi à telle heure, quelquefois on vous donne les heures. Vous arrivez avant, vous identifiez le corps, on enlève le corps, on met à votre disposition et c'est vous qui dites au morguier non, vraiment voici 5 000, occupez-vous du corps. Et à ce moment-là, vous regardez le corps s'il y a une manipulation ou pas. Très bien. Donc à quel moment on vient mettre le corps dans le cercueil, on voit le sang. Maintenant, autre chose que je voudrais dire, les familles doivent se méfier. C'est vrai, il y a les personnes qu'on tue. Par exemple, dans la sorcellerie où le sang continue à couler. Oui. Le sang continue à couler. Et est-ce que parce que le sang continue à couler, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut souvent s'éduquer. Il y a un problème d'éducation qui existe. Vous avez quelqu'un qui est mort depuis un mois, il est resté un mois et plus à la mort. Vous faites la levée, le sang coule. Posez-vous des questions. Oui, posez-vous des questions. Et justement, dans nos traditions, on sait que ce genre de corps existe. On ne s'alarme pas. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez à l'Occident, très bien, soyez occidentalisés, très bien, mais sachez qu'il y a des choses dans d'autres traditions qui existent. Et apprenez aussi ces choses-là. Et Dominique Audrey, est-ce qu'en regardant justement ces images qui ont fait le tour de la toile ce week-end, est-ce qu'on ne devrait pas avoir peur véritablement des réseaux sociaux? Peut-être même voir aujourd'hui, j'espère que ce ne sera pas excessif de le dire, peut-être interdire désormais les téléphones dans des pareilles formations. Non, vous ne pouvez pas interdire aux gens d'avoir leur téléphone. Peut-être éduquer les uns et les autres à l'utilisation des réseaux sociaux, oui. Parce qu'aujourd'hui, on assiste malheureusement à ça. Facebook, c'est une sorte de mer où chacun jette son bateau. Et je crois juste que ces personnes, ces familles sont
ont manifesté la conséquence du manque de confiance qu'on a envers le système qui nous entoure, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit même au niveau de la santé. Parce qu'on sait ce qui se passe généralement dans les morgues. Et ces personnes-là, cette famille, a cru que c'est simplement ce qui leur était arrivé. Et donc, sur le coup de l'émotion, on a dégainé les portables et on a commencé à crier à tue-tête et à haute voix. Donc, ça peut arriver et c'est excusé. Et je crois que c'est pardonnable par rapport au sentiment qu'on a lorsqu'on a perdu notre jeune frère, parce que visiblement il était encore très jeune. Donc qu'ils aient demandé les excuses, c'est une bonne chose. Maintenant, la mauvaise utilisation des réseaux sociaux va un peu plus loin, parce qu'on a des gens qui excellent dans la fabrication des faux comptes pour mettre les gens à mal. Malheureusement, ça se voit même dans des entreprises. Il y a des gens, lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec vous, ça finit en insultes. Mais là, dans ce cas, par rapport à cette famille, on peut juste comprendre que c'est l'émotion. Et la différence, justement, comme je dis tous les jours, entre les personnes qui réagissent avec émotivité et ceux qui ne le font pas, se voit au niveau du résultat produit par nos différentes réactions, dont la tempérance est à privilégier dans toutes les situations. Heureusement ici que des familles rapidement sont venues également à présenter des excuses, c'est ça, être mature de façon aussi. écrite également. Oui. Et il y a un membre de cette famille qui est revenu rapidement dire que voilà, le corps n'a pas été touché. On devrait pouvoir les excuser. Ça Allez, peut arriver. on va peut-être pas, Charlamel, tout a été dit. Le sujet, vous l'avez également vu comme tout le monde, de toutes les façons. Vous avez moi, une appréciation à faire? Je pense qu'il faudrait que on éduque les Camerounais à l'utilisation des réseaux sociaux. Oui. Les réseaux sociaux ont pris une telle ampleur que c'est devenu compliqué de faire la part des choses entre le travail fait par un journaliste sur le terrain et un reporter spontané qui récupère son téléphone et qui se met à filmer. Vous avez le côté social a disparu pour faire place au côté sensationnel. C'est en fait ce qu'on recherche. Rappelez-vous du cas de Berthois. Rappelez-vous regardez ce qui vient d'arriver. Comment se fait-il? Dans une morgue, lorsqu'on va retirer un corps, c'est deux représentants. Le représentant de la famille paternelle et le représentant de la famille maternelle qui se déplacent. Lorsqu'on arrive, le chef de la famille paternelle identifie le corps, ou de la famille maternelle, suivant, il identifie le corps en disant effectivement c'est notre corps. Les femmes qui viennent avec les habits. Elles ont la latitude. Soit de faire habiller par les croque-morts, soit de faire habiller par la famille. Après qu'on a fait la mise en bière, comme on a dégivré le corps, excusez-moi, que je parle trivialement, qu'on a dégivré le corps, que la glace est tombée, qu'on a lavé, on habille. Les serviettes généralement sont jetées derrière. Parfois on a donc ces petits cas où le sang revient. Donc vous vous rendez compte déjà qu'avec le coronavirus dont on décrit, ils sont dans cette salle plus de 10, plus de 15. Comment ont-ils fait pour entrer? C'est à l'hôpital d'être suffisamment strict et de dire à la Quintini, ce n'est pas plus de 10 personnes. 3 personnes qui ont accès au corps, le reste vous attendez à la salle. Vous n'êtes pas sur les lieux, on a réglé. Il faut réguler ça et je crois que le coronavirus est venu à la bonne heure. Il faut réguler ça, c'est très important. Dans l'espoir vraiment que l'on puisse parler régulation sans souci. Karine Santia, deuxième sujet avec vous de cette revue des réseaux sociaux. Oui, on parle de Larissa Azenta, cette jeune femme âgée de 22 ans qui a perdu la vie. Alors on rappelle que lundi dernier, Larissa avait été brûlée vive dans un incendie qui, selon les enquêtes pour l'instant, reste encore attribué à son époux, mais ça c'est de manière présumée. On présume que le crime a été perpétré par son époux. Après 3 ans de mariage, Larissa était victime de violences conjugales quotidiennes et après son accouchement, elle a décidé de vivre seule, de se séparer de lui et habitait dans une chambre construite en matériaux provisoires dans la ville de Yaoundé. Elle a donc été ainsi calcinée complètement, mais c'est vrai que lorsque Equinox Télévision faisait ce reportage, elle était encore en vie et c'est quelques jours après qu'elle a rendu l'âme. Vous avez dit quelques heures calcinée. Vous avez dit calcinée. C'est sa maison qui a pris feu? La maison a pris feu et elle était à l'intérieur. Oui. Alors. Et maintenant, quelques heures plus tard, elle a rendu l'âme. Et depuis lors, la toile, les commentaires vont dans tous les sens. Il y en a qui font même des commentaires de vengeance, qui promettent la mort même à son époux.
Là, on parle là de crimes passionnels, non pas de crimes passionnels, mais de des crises de jalousie. Voilà, c'est peut-être folie, Dominique Audrey, vous dites. Alors, ce sujet-là, qu'est-ce que ça vous inspire, Dominique Audrey? De la colère. La colère parce que... De la colère parce qu'un bonhomme va se lever comme ça. Et si on s'en tient à ce que Karine dit, si les informations sont avérées, c'est qu'un bonhomme, il va se lever comme ça, la dame ne veut plus de lui. Et puisque lui décide, puisqu'il veut régner en maître et seigneur, il va décider d'attenter à sa vie comme ça. Et il va partir impunément, on ne fera rien de lui. Les hommes doivent arrêter cette histoire, vraiment. Si une femme ne veut plus de vous, vous la laissez. Ce n'est pas obligé. Après, on va nous sortir des histoires selon lesquelles il allait la prendre au village, après il a investi dans ses études. Et puis quoi? Au point de la tuer. Que va devenir l'enfant qu'elle laisse? On ne sait même pas où est le bébé. Si l'enfant a été brûlé avec sa mère. Non, l'enfant ne vivait pas avec elle. Oh, heureusement. C'est que l'enfant serait morte, certainement comme sa mère aujourd'hui. Vraiment, les femmes doivent faire très attention avec la race, comme quelqu'un aime bien le dire, la race d'individus avec laquelle vous mettez lorsque vous décidez de vous mettre en couple. Il faut bien observer ces hommes-là. Tout passe par la gestuce. Ça passe également par la façon dont ces gens-là s'expriment. On a un individu qui certainement, lorsqu'ils sont en société avec cette femme, tout le monde le voit comme un ange. Pourtant, c'est un manipulateur qui, lorsqu'il est avec cette pauvre femme, il veut tout faire pour asseoir son autorité sur elle. Il bat et aujourd'hui, il a fini par la tuer. Lui, il n'a rien à perdre. Mais déjà, en tant qu'homme, il a une autorité. Si c'est reconnu. Pardon? En tant qu'homme, il a une autorité. Une autorité d'homme sur son épouse. Moi, je ne sais pas ce que vous appelez autorité. Non, écoutez. Non, justement, c'est pour dire quand elle dit qu'il essaie d'asseoir son autorité. Je dis, effectivement, en tant que mari, on a une autorité sur son épouse. Ça, c'est reconnu. Bon, maintenant, avoir une attitude violente vis-à-vis de son épouse, justement, c'est justement ça, ce que vous mettez dans l'autorité. Non, c'est pas de ça que je parle. Écoutez, non. Michel, automatiquement... Non, je défends l'autorité de l'homme sur la femme. Oui, c'est normal, mais la violence de l'homme sur la femme, je dis non. Michel, voilà. Cet homme a fait asseoir son autorité sur la violence. Malheureusement, une femme normalement constituée, c'est que l'homme est au-dessus, puisque ça vous arrange. Bon, l'homme est au-dessus. Et maintenant, votre dessus là ne veut pas dire que lorsque je vais l'ouvrir, vous allez me taper dessus au point de me tuer. Si on ne s'entend pas, on se sépare. Et il faudrait que l'un comme l'autre partie l'accepte. Le mariage ou bien le concubinage ou bien des relations copain-copine, ça peut être amené à finir. Et lorsque ça finit, chacun doit pouvoir continuer sa vie. Donc, merci. Les familles qui laissent leurs filles aller avec n'importe quel genre d'individu là, vraiment. Merci. Charles Amel, avant de donner la parole en bon mouvement, on va dire 1 minute 30 maximum, tentons de mieux comprendre. Est-ce qu'on peut quand même être aussi jaloux au point de tuer une femme? Aussi violente tout le temps? On tape sur la femme, elle quitte la maison, elle se réfugie ailleurs. Vous trouvez l'occasion quand même de venir mettre du feu au point d'intenter sa vie. Mais est-ce que c'est raisonnable ça pour nous les hommes? Monsieur Michel Ngacho, jeune fille, laissez-nous encore choisir vos maris. Jeune fils, laissez-nous choisir vos femmes, on aura moins de problèmes. Voilà. Bon, Bengan, qu'est-ce que ça vous inspire cette histoire? C'est l'occidentalisation de notre société. J'ai lu justement ce week-end, je ne sais pas plus coïncidence, ça m'a trouvé en train de lire un rapport sur les violences faites aux femmes en France en 2018. Il y avait 213 000 femmes victimes de violences. 101 femmes sont mortes, tués par leur mari, et 28 hommes sont morts, tués par leur conjoint ou ancien conjoint. En France, nous sommes là en France, dans une société dite évoluée. Pendant le confinement, ils faisaient des rapports en disant on s'est plaint que le confinement va rapprocher les gens davantage. Or, nous, qu'est-ce qu'on recherche? C'est pour ça que les médecins vous ont dit toujours le mois de décembre, ils vous disent l'occidentalisation de votre alimentation augmente le taux de prévalence du diabète et de l'hypertension artérielle. Donc, revenez dans vos coutumes, dans vos cours de culture. Bon, maintenant, le rapprochement avec la Syrie, non, j'ai dit, ça arrive justement.
Mais attends, quand Jean-Paul Sartre écrit Les mains sales, où Hugo Barry vient tuer son domaine, il n'était pas camerounais celui-là. Merci. Donc on vous dit donc des choses qui peuvent arriver que nous avons résolu longtemps avant. Merci. Quand on revient, pour qu'un homme, et vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure. Revenez justement à vos traditions africaines, c'est très important pour les Africains. Et Charles Hamel dit bien, hommes, laissez-nous choisir vos femmes, femmes, laissez-nous choisir vos hommes. Karine Santia, une virgule. Oui, la virgule que je vais faire par rapport à ce sujet, c'est que c'est très condamnable ce qui s'est passé. Je dis bien condamnable. Que ce soit un occidentalisé, un traditionnaliste, nul n'a le droit d'attenter à la vie de quelqu'un. Je dis peu importe votre bord. Et l'histoire de cette femme nous rappelle que aucune relation n'est éternelle. Toutes les relations peuvent se terminer. L'affaire de la mort nous sépare. C'est pour vous dire que si vous mourrez, il n'y a plus rien. Merci. Et maintenant, elle est morte. Il n'y aura plus rien. Et ces enfants vont devenir quoi? Parce que parfois, on a bien envie de vouloir comprendre ce qui s'est passé avant que cet homme. Mais chercher à expliquer l'état psychologique de cet homme-là voudrait déjà le retirer de sa responsabilité. Il est coupable si c'est lui qui a fait cela à cette femme. Il doit purger la peine qui va avec. Parole de Karine Santia, madame, monsieur. Une pause s'impose à l'instant sur 10 le Zénith. Le cérumen, c'est cette cire que nous sécrétons dans nos conduits auditifs. Une matière jaunâtre et peu ragoûtante que nous avons pris l'habitude de retirer avec des cotons-tiges. Pourtant, il ne faut jamais faire ça. Le coton-tige provoque des bouchons d'oreilles ou pire que ça, il blesse vos tympans. Et c'est encore plus fréquent chez les enfants dû à leur conduit auditif plus étroit. Pour remédier à ce problème, des chercheurs ont mis en place un appareil permettant d'aspirer l'intérieur des oreilles sans aucun risque. L'embout de cet aspirateur est conçu pour aspirer uniquement d'un côté. Cela permet de ne jamais être en contact avec votre tympan. Mais cela est-il vraiment nécessaire de se nettoyer les oreilles? Oui. Les médecins recommandent un nettoyage d'oreilles par semaine. Il existe certains moyens de les nettoyer, mais ils sont souvent trop coûteux et prennent énormément de temps. C'est donc pour cela que le Earlys Up a été conçu. Car il est sans aucun risque, rapide, moins cher que toutes les autres méthodes, mais surtout il nettoie à 95% vos oreilles, contrairement aux autres méthodes qui nettoient au maximum 60%. Pour utiliser le Earlys Up, rien de plus simple. Allumez l'appareil et entrez délicatement le tuyau dans votre oreille ou celle de votre enfant. Faites ensuite tourner lentement le Earlys Up pour ainsi aspirer tous les déchets du conduit auditif. Il est recommandé de faire cette manipulation pendant 10 à 20 secondes par oreille. Sachez que chaque jour, plus de 200 personnes sont hospitalisées à cause des cotons-tiges. Ils provoquent souvent des bouchons de coton et de cérumen, mais le plus grand danger reste le dégât au niveau des tympans qui provoque souvent des pertes de l'audition. Allez, Constellamine, rebonjour. Alors, rebonjour Michel, rebonjour à tous les téléspectateurs. Je l'ai annoncé, ça fait pratiquement plus de 2 semaines que le concept Salaka s'est doté d'un nouveau produit. Le concept Salaka a bien entendu, c'est-à-dire grâce à ses partenaires européens et américains, bien sûr vous permettront d'avoir un nouveau produit qui a été donc présenté à travers ce spot. Alors, ce nouveau produit, c'est bel et bien le Earlys Up, encore appelé appareil de nettoyage des oreilles. Comme le spot l'a très bien dit, c'est un appareil qui vient aujourd'hui apporter une solution à tous ceux-là qui ont besoin de nettoyer leurs oreilles. Les oreilles font partie de notre corps, c'est une partie importante qui devrait être nettoyée de temps en temps. Donc aujourd'hui, plus besoin d'utiliser les cotons-tiges qui sont déjà interdits du côté bien sûr de l'Europe et dans certains pays africains. Mais le Cameroun se veut être en avance. Le Cameroun se veut être devant de la scène avec bien entendu cette présentation officielle du Earlys Up, un nom à retenir désormais. Alors, ça permet de nettoyer les oreilles, quel que soit bien entendu l'endroit où on se trouve, on peut nettoyer ses oreilles avec le Earlys Up, que ce soit pour les nouveau-nés, les personnes du 3e âge, les adolescents, les adultes, chacun devrait nettoyer ses oreilles. Bien entendu. Alors, comment ça marche? Je le rappelle bel et bien à ceux qui viennent de choisir à l'instant cette émission. Voilà, bien entendu, votre Earlys Up qui vient dans c'est-à-dire dans ce flacon. Il a bien sûr tous ses accessoires, notamment l'appareil principal que voici. Et bien entendu, c'est-à-dire deux embouts. Et bien entendu, c'est-à-dire un élément qui permet de nettoyer après l'avoir mis à l'oreille. On le nettoie et on le range facilement. Alors, cet appareil donc
donc en vente du côté du magasin 1001 tapis. Je vous le conseille, chers téléspectateurs. Habituez-vous déjà à ce nouveau appareil du concept Salaka. Nettoyez régulièrement vos oreilles. Il est important de nettoyer les oreilles. Il est très important de les nettoyer, que ce soit les nouveau-nés, que ce soit les adolescents, que ce soit les personnes du 3e âge. Et bien entendu, chacun devrait nettoyer ses oreilles avec cet appareil révolutionnaire en vente au magasin 1001 tapis. Nous allons tout de suite sortir de cette communication en parlant bien sûr du prix qui est le prix de cet appareil tout nouveau, tout beau est de 9 000 francs. C'est le prix officiel. Mais dans le cadre du lancement de cet appareil, dans le cadre de la vulgarisation de cet appareil de nettoyage des oreilles, vous l'aurez à 7 000 francs, cet appareil de nettoyage des oreilles, du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est une promotion spéciale. C'est une offre exceptionnelle au magasin 1001 tapis, un appareil de nettoyage des oreilles qui est important. Je le conseille bel et bien à tous les téléspectateurs de cette émission. Il est facile à utiliser, il se range facilement et je rappelle, cet appareil est personnel. C'est un appareil pour un utilisateur. Pas besoin de l'utiliser pour 2-3 personnes. Donc, chacun devrait avoir son Earlys Up à la maison et nettoyer régulièrement les oreilles. Les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez dès à présent et passez vos commandes, quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes, quel que soit le pays dans lequel vous êtes. Vous l'avez au prix de promotion de 7 000 francs au lieu de 9 000 francs en vente au magasin 1001 tapis du côté de Douala au Cameroun. Grâce au concept Salaka, on peut désormais se sentir à l'aise avec des oreilles bien nettoyées, avec des oreilles ouvertes, des oreilles qui vont bien entendu nous permettre de se sentir à l'aise en longueur de journée. Merci beaucoup et rendez-vous au magasin 1001 tapis pour l'achat de votre appareil de nettoyage au prix de 7 000 francs au lieu de 9 000. Merci beaucoup. Merci Consti Lamine pour ce moment de vente. Merci à vous, madame, messieurs. Bon, Bengan, juste une virgule avant de nous quitter. Il faut dire qu'en ce moment, au niveau de l'Assemblée nationale, tout se dit que Kavaye Djibril, le président de la Chambre, même si vous n'aimez pas qu'on le dise basse, en ce moment, y compris le bureau, se taille la part du lion concernant les voitures ou les véhicules des députés. Et ça crée justement des grincements dedans de ce côté-là. Non, c'est pas... qu'ils ont mal posé le problème. C'est ce que disait Charles Lamel tout à l'heure pour les gens qui envoient les informations dans les réseaux sociaux. La répartition est connue. Est connue d'office. Les membres du bureau ont un montant de temps. Voilà. C'est temps. Donc, il ne faut pas les députés simplement un montant de temps. De 10 millions. Voilà, c'est plus, les membres du bureau ont plus. Non, mais le président et c'est peine de 10 millions, que c'est pas suffisant. Mais ce n'est pas par rapport à Kavaye, c'est pas Kavaye qui a mis ça. Ils ont trouvé, les députés actuels, ils ont trouvé ça en place. Ils ont trouvé ça en place. Maintenant, s'ils veulent l'augmentation de leur budget, qu'ils en parlent. Mais attendez, lorsque l'Assemblée nationale a siégé en novembre dernier, il a voté un budget par rapport à ça et c'est ça qu'on applique. Qu'ils nous disent que l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée nationale a détourné l'argent des autres députés, là on comprendrait, ça deviendrait un problème. Mais vous, ça, c'est pas là, c'est pas un problème. À ce niveau, c'est pas un souci. On dit le président de l'Assemblée nationale a un montant de temps pour sa voiture. Un député X qui n'est pas membre du bureau a un montant de temps, c'est connu, la grille est connue. Merci beaucoup, merci à vous Karine Santia, merci Charles Mbachou, Dominique Audrey, Oyengeleg. Merci à vous madame, monsieur d'avoir pris du plaisir à nous regarder sur cette antenne aujourd'hui. Demain est un autre jour, lorsqu'il sera 10h, nous vous retrouverons avec le même plaisir. Et on en profite pour dire merci à toute la régie constituée de Nadine Guanfo, Carlos Minuet. Et ce matin, nous sommes avec François Dikoumé. Allez, à demain, avec le même plaisir.